Alors bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être là ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Ça c'est un visage nouveau, quelqu'un d'autre est là pour la première fois? Oui, vous aussi. D'accord, magnifique. Alors aujourd'hui, la thématique c'est résumé en une expression, les vertus de l'échec. En réalité, on a déjà eu à développer une thématique ici sur l'échec, pour ceux qui étaient là la dernière fois. Mais cette fois, on parlait de comment se relever d'un échec. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu lorsqu'il s'agissait de savoir comment faire pour se relever d'un échec. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait qu'en réalité, l'échec, c'est une vertu. Donc, on va commencer par applaudir pour tous ceux qui ont échoué. Je vous remercie d'avoir échoué dans votre vie sentimentale, professionnelle, scolaire, diplomatique, familiale. Je suis content pour les échecs qui vont arriver la semaine prochaine, les mois prochains, l'année prochaine. Je suis content pour ceux qui vont faire faillite dans quelques semaines, dans un mois, dans 2 ans. Je suis content pour ça. Parce qu'en réalité, l'échec, c'est une vertu. L'échec doit être célébré plus que le succès. Parce qu'en réalité, du succès, on n'en tire pas grand-chose. Le succès, fatalement et malheureusement, c'est ce qui est exposé un peu trop souvent, à tort. Parce que la plupart des succès n'en sont pas. La plupart des succès ne sont que des composantes d'échecs réguliers. En réalité, le succès, c'est une conséquence des échecs. Mais le problème, c'est que la focalisation n'est faite que sur le succès. Et beaucoup moins sur le processus qui conduit au succès. C'est pour ça que je ne m'intéresse jamais au succès. Pour moi, le succès, c'est marginal. C'est un événement qui ne doit pas accorder une très grande importance pour quelqu'un qui s'intéresse au processus. À la télévision, on nous parle du succès. Il y a même une expression qui a été créée, les success stories. Ça donne l'objet d'émissions télé, d'émissions radio, de reportages, de documentaires, d'interviews, où on pose toujours la question qui est celle de savoir quel est le secret de votre succès. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à réaliser ce que vous avez réalisé? Et tout souriant, les entrepreneurs ont toujours ce jargon magnifique. Ça n'a pas été facile. Il faut beaucoup travailler. Les jeunes ne travaillent plus. Les jeunes sont devenus paresseux. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Et ma mère à l'âge de 6 ans. J'ai été éduqué par des inconnus. J'étais obligé de faire 7 km pour aller à l'école. Aller et 7 km retour. Et quand je rentrais de l'école le soir, je devais puiser de l'eau parce qu'il n'y avait rien à manger. Parce que je devais aider maman à préparer lorsque la nourriture était disponible. Et quand j'avais fini d'aider maman à préparer, nous étions déjà aux environs de 18 h. J'avais maximum 1 heure de temps pour étudier parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et il fallait qu'au plus tard, à 19 h 45, que j'ai terminé d'étudier les 15 matières que nous avons vues en journée. Et à 19 h, je devais dormir parce qu'il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. Au début, j'ai forcé avec la bougie. C'est pour ça que vous me voyez avec les lunettes aujourd'hui. C'est parce que pendant 10 ans, j'étudiais avec la bougie. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être major. Parce que j'ai toujours été major de ma promotion. Malgré cela, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été torturé. J'ai été esclavagisé dans certaines familles. On envoyait les enfants à l'école, mais moi, j'étais obligé de rester à la maison, m'occuper du ménage, m'occuper des toilettes, m'occuper des enfants qui viennent de naître pendant que les autres fréquentaient.
Et quand les autres dormaient, j'étais obligé de prendre leur cahier, de prendre leur livre pour essayer de lire, pour essayer de comprendre. C'est comme ça que je me suis formé, c'est comme ça que je me suis éduqué. Aujourd'hui, vous voyez que je parle avec beaucoup d'éloquence, mais je n'ai pas appris à l'école parce que j'ai appris sur le terrain, dans la rue. Et quand j'ai eu mon premier capital qui était de 75 francs, nous étions dans les années 1937, j'ai lancé mon premier business qui me rapportait environ 25 francs par jour. C'est ainsi que je mangeais 10 francs et j'épargnais 15 francs. Et pendant 3 mois, 6 mois, j'ai pu ouvrir ma première boutique. Ensuite, la deuxième, la troisième. Et vous voyez le patrimoine que j'ai aujourd'hui. J'emploie plus de 2000 personnes en emploi direct. Vous savez que dans un pays comme le Cameroun, un emploi direct décent nourrit en moyenne 10 autres personnes. Donc c'est pratiquement 20 000 personnes qui tournent autour de mon business. Ça n'a pas été facile, mais tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, pour terminer, pour clôturer, pour chuter, croyez en vous. C'est difficile. Ça a été difficile pour moi. Et je suis certain que vous aussi, vous pouvez y arriver. Travailler. Et pour moi, ce genre d'histoire ne veut rien dire. En fait. Ce genre d'histoire est dangereuse. Trop dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux au point où même les personnes qui sont favorisées essaient de changer leur histoire. Essaient de changer leur histoire. Parce que personne ne veut dire qu'il est favorisé. Personne. Personne ne veut dire que mon père était trop riche. Et il m'a donné un capital de 200 millions pour me lancer. Et je me suis lancé. Personne ne veut dire ça. Même quand quelqu'un a eu 100 millions, il va dire non. Ma famille n'avait rien. Pourquoi? Parce que nous sommes restés focalisés sur les success stories, sur des histoires, la plupart des fois fabriquées, des storytelling. Et c'est une histoire dont une seule personne connaît la véracité. Et c'est la même personne qui la raconte. Et comme on ne fait pas souvent d'analyse critique assez poussée, surtout qu'on ne développe ni pensée complexe, ni pensée critique, ni pensée globale, on y croit. Alors qu'en réalité, le succès, c'est une accumulation d'échecs. Plus il y a d'échecs, et mieux c'est. Surtout lorsqu'on sait tirer des leçons de ces échecs. Parce que si vous ne tirez pas des leçons de vos échecs, vous mourrez et vous disparaissez, tout simplement. La mort n'est pas seulement physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, elle peut être intellectuelle, elle peut être sociale, elle peut être biologique et entraîner des maladies réelles qui vous conduisent à la mort. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une focalisation ou une fixation sur le parcours qui n'est jonché que d'échecs. Et qu'on se concentre sur les échecs. Parce qu'en réalité, le succès va découler de ces échecs-là. Si vous écoutez l'histoire de quelqu'un, essayez de savoir quels sont ses échecs. Et comment est-ce qu'il a fait pour rebondir de ces échecs. Laissez le succès. Laissez ce qu'il est en train de réaliser actuellement. Laissez les buildings, laissez les immeubles, laissez les maisons. Regardez les échecs. Regardez les faillites. Quand quelqu'un me dit qu'il a fait faillite, ça m'intéresse. Pourquoi tu as fait faillite? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu faire en sorte qu'aujourd'hui tu sois même en train de le dire en souriant? Parce qu'il y a des gens qui ont fait faillite et qui sont décédés. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui sont tombés dans la dépression. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui n'ont jamais pu se relever jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai un oncle dans ma famille qui a fait faillite et aujourd'hui, il est pratiquement fou depuis plus de 10 ans. Parce que son histoire, elle est dramatique. Excellent journaliste qui était journaliste à la CATV, qui animait le 20h. Une année, il voyage pour les États-Unis. Il réussit à déboucher un emploi là-bas, ou du moins à décrocher un emploi dans l'éducation supérieure. Il est prof d'anglais aux États-Unis. Et il gagne très bien sa vie. Il décide de se marier. Il fait un enfant. Et sans qu'on ne comprenne trop pourquoi, et je n'ai pas forcément envie d'entrer dans ces détails parce que personne ne sait la vérité, en tout cas pas moi, il décide de lancer une procédure de divorce. Le divorce est acté.
et sa femme doit bénéficier de 50% de ses biens et d'une pension qui est l'équivalent de pratiquement la moitié de son salaire chaque mois pendant toute sa vie. Et comme lui ne peut pas supporter ça, il décide de quitter les États-Unis et d'entrer au Cameroun. Sa femme se remarie quelques années après. Et quand il arrive au Cameroun, il décide de se relancer. Pour se relancer, il s'en va en Chine. Il est très intelligent, très compétent. Il est enseignant aussi d'anglais en Chine, dans plusieurs universités. Il décide de se mettre avec une Chinoise. Il se marie avec une Chinoise. Et on l'arrête. Il fait la prison en Chine pendant près de 2 ans. Dès qu'il sort de la prison, il est rapatrié au Cameroun sans aucun bien. On saisit tous ses biens. Quand il revient au Cameroun, il publie même un livre pour parler de son calvaire en Chine. Son livre fait l'objet d'une énorme censure et d'une répression encore même plus violente que celle dont il a subi en Chine. Et à un moment donné de sa vie, il n'avait plus rien. Il avait tout perdu. Et aujourd'hui, il vit dans une cabane depuis 10 ans. Il ne parle pas, il ne se rase pas, il ne se lave même presque jamais. Et en fait, on attend juste le jour où on va nous appeler pour nous dire qu'il est décédé. Oui, ça fait partie de la vie. Et personne ici ne peut mettre la main au feu qui ne sera épargné de ce genre de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui se marient pour vos biens? Vous savez ça quand même, non? Oui. Vous savez qu'il y a des femmes dont c'est leur stratégie, non? Ça veut dire, lui là, je veux ses biens. Et on va se marier. Pire si vous êtes en Europe. Parce que le drame en Europe, c'est que la loi protège les femmes. Pour une raison économique. Et pour une raison historique. Parce que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui allait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Qui mourait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après la guerre, il y avait moins d'hommes que de femmes. Et lorsqu'on est dans un état démocratique, si dans cette salle, on décide de voter une loi, et que la loi en question, c'est une loi sexiste, et qu'on dit donc que nous sommes dans un état démocratique, chacun ici vote, les femmes seront défavorisées. Parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Les hommes vont voter pour que la loi leur avantage. Les femmes vont voter pour que la loi leur avantage. Mais quand on va compter de manière numéraire, il y aura plus de voix hommes. Donc la voix va favoriser les hommes. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que la loi protège beaucoup plus les femmes en Europe et en Occident globalement. C'est pour ça que le mariage est violent en Occident. Ceux qui ont fait le robussi, ils peuvent lever la main si c'est faux, non? Ils lèvent la main, ils disent que c'est faux. Quand quelqu'un est marié en Occident, surtout les mariages, d'abord qu'eux, ils sont contre la polygamie. Ils sont pour l'homosexualité, mais contre la polygamie. Ça ne vous dit rien. Ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour les transgenres. Dans un pays comme l'Inde, il y a 3 sexes reconnus officiellement. Si vous partez en ligne actuellement, vous prenez la fiche par exemple pour remplir afin de pouvoir demander le visa en Inde. Là où on demande votre sexe, il y a 3 cases. Il y a masculin, il y a féminin, il y a transgenre. C'est reconnu officiellement en Inde. Et ce n'est pas le seul pays. Mais ils sont contre la polygamie. Ça veut dire qu'on est pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour dire que je suis un homme mais ça ne me plaît plus. Il préfère devenir une femme. On l'opère, on enlève son pénis, on lui met un vagin, on lui injecte des hormones féminines que nous avons vu l'autre jour quand on parlait de sexualité et entrepreneuriat. Lesquelles? Et quoi? La progestérone et plusieurs autres hormones. Afin de pouvoir féminiser son corps parce que ces hormones ont un impact sur des organes cibles comme la peau, comme les gonades, comme les cheveux. Et il devient une femme. Et il commence à entretenir maintenant des rapports sexuels avec les hommes. Pour eux, c'est normal. Ça se fait. Les homosexuels, c'est normal. C'est dans tous les films, toutes les séries, tous les dessins animés pratiquement. Même dans les livres. Même à l'école. Mais la polygamie, non.
Bizarre quand même. Est-ce que nous ne devrons pas faire la promotion de la polygamie aussi là-bas? On a dit que bon, ok, comme vous voulez l'homosexualité aussi, nous imposer ça chez nous. Il n'y a pas de souci. On veut aussi épouser 5 blanches. Oui. Mais avant en France, j'épouse 2 Italiennes, une Française, une Américaine, une Suédoise et une Africaine. Oui, le village, c'est un... La Terre, c'est un village planétaire, non? Il faudrait qu'on permette aussi à ce que nous puissions étendre notre culture là-bas. En fait, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que personne ici n'est épargné de ce type d'échec-là. Personne. Personne ne peut dire qu'il va éviter ça. Tu ne peux pas. Nous sommes dans une société où on a fait la promotion de la monogamie comme étant la vertu absolue. C'est du droit de chacun de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une société qui au départ était matriarcale et qui est devenue patriarcale, fatalement. Et les femmes sont fières de dire que la société est devenue patriarcale. Ça veut dire qu'on dit à la mairie que l'homme c'est le chef de la famille. Elle est fière. Elle sourit. On lance le riz, tout le monde est content. On dit que l'homme décide où vous allez habiter. Tout le monde est fier. On fait la dot, on demande 7 millions. Tout le monde chante. On envoie les pôles longs châssis. Les gens sont contents. Après, quand il y a les violences familiales, conjugales, on ne se pose pas la question, mais d'où ça vient? Est-ce qu'à un moment donné, la personne ne se rend pas compte que j'ai acheté la marchandise et je peux en faire ce que je veux? Est-ce que ça ne devient pas un danger? À un moment donné. Parce que si vous avez acheté 2 produits, un à 5 000 et l'autre à 700 000, inconsciemment, vous prenez plus soin du produit de 700 000. Et inconsciemment, vous tolérez moins que le produit de 700 000 se perde ou disparaisse ou vous trompe. Ça peut rendre plus violent. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a dans certaines familles où les parents refusent qu'on dote les femmes. Ils disent qu'on ne dote pas. Du moins, on ne donne pas d'argent. On vous la donne, vous ne payez rien. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut aussi venir la récupérer sans débat. On n'aura pas besoin de s'asseoir pour causer, pour dire que oh, les porcs étaient montés, les bidons d'huile. Non. Si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, ça s'arrête. Qui sait, peut-être quelqu'un dans cette salle va se marier et le mariage va mal se passer et il va tout perdre. Ça arrive tous les jours. Moi, je suis au tribunal régulièrement, on le voit. Peut-être quelqu'un ici va bâtir un patrimoine de 20 milliards. Il va se marier avec une femme bien commun. Et puis, elle va mettre sur pied un plan pour le paralyser. Pour qu'il ne puisse plus gérer les biens. Peut-être ça peut arriver. Puisque ça arrive régulièrement. Et même vous éliminer physiquement. Ça aussi, ça arrive. Ça aussi, ça arrive. Parfois, ça peut arriver 20 ans après. Parce que ne pensez pas que c'est parce que ça a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ça veut dire que tout est sûr. Non. Il faut rester sur ses gardes. J'ai envie de dire qu'on est un entrepreneur, on doit être handicapé émotionnellement. On doit avoir un handicap émotionnel. Parce que si vous laissez vos émotions fonctionner normalement, vous allez mourir tôt. Très tôt. Parce que vos émotions vont subir une brutalité pas possible qui vient de partout, de la famille, des amis, des proches, des relations, des collaborateurs, des associés, de tout le monde. Donc à un moment donné, il faudrait que vos émotions, vous puissiez dire stop. On regarde rationnellement et on prend les décisions rationnelles par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est ça l'échec. Parce que parfois, il faut prendre des décisions brutales concernant vos proches, concernant vos amis, concernant vos collaborateurs, concernant votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous n'êtes pas en posture de pouvoir le faire, vous risquez de ne pas pouvoir vous relever de l'échec. Parce que parfois, quand vous êtes en train d'échouer, il y a des gens qui appuient votre tête pour que l'échec soit encore plus grand. Il y a des gens qui tiennent votre main, en fait, pour la briser, pour que vous ne soyez même plus capable de remonter.
Et vous devez être capable d'arrêter de saisir certaines mains. Vous devez être capable d'éloigner de vous des gens qui sont dangereux pour vous. Vous devez être capable de prendre des décisions extrêmement radicales parfois, même si ça concerne vos proches. Si vous ne pouvez pas le faire, ce sera très difficile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes échecs. Et l'exercice que vous devez faire, c'est de recenser vos échecs aussi. Ça veut dire, au thème de cette présentation, chacun doit rentrer chez lui, prendre un document, prendre son bloc-notes sur son téléphone ou n'importe quoi d'autre, et essayer de se rappeler de ses échecs et de les noter. Et de voir quelle est l'influence que ces échecs ont eue sur votre comportement, sur votre attitude. De voir ce que ça vous a appris. Et d'être conséquent. Quand je dis conséquent, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions radicales pour que ce type d'événement ne se produise plus. Si vous ne prenez pas ce type de décision, ne pensez pas que les autres vont vous laisser vivre heureux. Non. Il y a une chanson de Malox dans laquelle il dit souvent, ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Les gens chantent et rient, ils dansent. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Donc ne restez pas à la maison et dites que non, moi je suis pieux. Moi vraiment, je ne crée pas les problèmes aux gens. Je suis humble, je prie chaque dimanche ou chaque vendredi à la mosquée. Je suis en harmonie avec le Seigneur. Je fais du bien aux gens. Je fais des dons en décembre. Et ça veut dire que moi aussi, les gens vont me faire du bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça marchait comme ça, c'est que la terre, c'est la paix seulement. Ça ne marche pas. En fait, parfois, quand tu fais du bien, ça se traduit par une violence de plus en plus extrême. Ce n'est pas pour rien que la plupart des personnes aiment faire du bien de façon anonyme. Il y a des gens qui, quand ils font du bien, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est eux. Vous vous avez déjà posé la question pourquoi quelqu'un va donner 50 millions, mais il ne veut pas qu'on dise que c'est lui. Pourquoi quelqu'un va construire une école, mais il dit que ne dit pas que c'est moi, il dit que c'est quelqu'un d'inconnu. Pourquoi? Vous devez vous poser la question, quels sont les échecs dont il a fait face, qui poussent à ce qu'aujourd'hui ils disent que ça doit être anonyme? Pourquoi? Ça veut dire que même le don est dangereux. L'aide peut devenir le poison qui vous pousse à l'échec fatal. Parce que ce n'est pas parce que tu aides les gens qu'on va t'aider. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des familles comme ça, où les parents aidaient beaucoup plus les autres membres de la famille éloignés, les cousins, les oncles, les tantes. Les parents investissaient leur argent sur eux. Parce qu'ils se disaient, si je ne suis plus là aujourd'hui, au moins eux, ils vont aider mes enfants. Et quand le père est mort, la mère est morte. On dit que, mais attends. Moi, je vais même vous raconter une anecdote. Quand le père est mort, l'une des tantes que le père aidait le plus, et là, je suis obligé de ne pas décliner l'identité, est venue dire qu'en fait, la maison où vous vivez là, c'est moi qui avais donné ça à votre père, il n'a pas payé. Elle a sorti les documents, que vous avez 1 an pour partir. Et elle les a fait partir, et ils sont partis, et elle a cassé la maison pour reconstruire et mettre à louer. Ce n'est pas l'amusement. Je parle de la sœur de leur père, même mère. Je ne parle pas d'une sœur éloignée. Elle a mis la mère dehors, les enfants dehors, avec les petits-enfants dehors. C'est Lucie qui est venue servir ça. Vous avez 1 an pour partir. Le père, là, s'il veut, il nous punit chez le Seigneur. Ici, nous sommes sur la terre. Ça ne marche plus. Il n'est plus là. Et les enfants pleuraient, vraiment, alors que notre père a beaucoup investi sur eux. Si les enfants, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'il y a des documents même d'abord? Vous avez un document qui prouve que votre père nous a aidés. Si oui, il a donné combien? Quand? En quelle année? À qui? Après, ils vont même vous dire qu'en fait, il remboursait les dettes. Il nous devait. Oui, ils disent qu'en fait, c'est l'argent du grand-père. Oui. Qui l'a pris? Notre grand-père, il a pris tout l'argent du grand-père. Il avait quoi? Il a pris ses biens hauts. C'est vous qui avez tout. Ce sont les biens de la famille. Il nous partageait ce qui nous revient.
ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu aides les gens que les gens vont t'aider. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu es souriant avec les gens qu'ils auront souriant avec toi. Non. Ce n'est pas parce que tu es en difficulté ou alors actuellement tu as beaucoup d'argent, tu soutiens les gens, que quand tu seras en difficulté, les gens là vont te soutenir. Non. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as ta femme à la maison, tu es fier d'elle, tu fais tout, tu es fidèle, qu'elle va faire ce que tu fais. Ce n'est pas obligé. Ah oui. Ce n'est pas obligé. Et vice-versa. Ce n'est pas obligé. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être handicapé émotionnellement. Il faut être handicapé. Si tu n'es pas handicapé émotionnellement, tu seras trop léger. Trop léger. Et quand tu es léger émotionnellement, l'échec va faire partie de ton quotidien. Tu vas passer ton temps à pleurer, dire que le monde ne t'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens me détestent. On s'en fout des décès, ça fait quoi? Même. Et j'aime souvent dire que si tu meurs, rien ne va se passer. Le monde sera mieux qu'avant. Donc il y a des gens qui croient que quand ils vont mourir, le monde va s'arrêter. D'abord quand tu meurs, tout ce que tu as connu ne vont pas venir à tes obsèques. 2. Il y a les gens qui, parce qu'il pleut, ils ne vont pas venir. Les gens qui te connaissaient depuis 20 ans, ils vont dire non, il pleut, non, toi aussi. On va faire comment? J'ai envoyé déjà ma contribution. Et dès qu'on va t'enterrer, la prochaine question qu'on va se poser, il a laissé quoi? Est-ce qu'il allait bien? Même sa femme était jolie. Oui. Parfois, même le même jour de l'enterrement, quelqu'un va valider ta femme pour la consoler. Oui. C'est cruel, n'est-ce pas? C'est la vie. Le monde est cruel. Le monde s'en fout de votre humilité. Le monde s'en fout de votre bon cœur. S'en fout. Les gens qui ont le bon cœur vont mourir tôt. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens que vous détestez, mais ils sont vieux. Non? Mais il est là, on veut qu'il meure. Les gens crient, il doit mourir. Mais chaque année, faites son anniversaire. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est pas... Les enfants meurent, les jeunes meurent, les AVC, les enfants font des accidents. Lui, il est... En fait, c'est comme si plus le temps passe, plus il se rajeunit. En fait. Il devient le sorcier du village. On l'accuse de tout. Il a fait ceci, cela. Il vit longtemps. Il vit longtemps. Pourquoi? Pourquoi il vit longtemps? Alors que toi qui fais le bien, tu meurs tôt. Pourquoi? La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme on dit à l'église. Non. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne marche pas. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. Parce que parfois, le téléphone que tu as, je ne peux pas l'avoir. Donc, je ne vais pas t'aimer. Puisque ça crée déjà un complexe entre nous deux. Nous deux, on convoite la même femme. Oui. Toi, Ou tu es une femme qui est belle, qui me plaît. Ça peut arriver. Un jour, j'ai un de mes collègues qui me disait ça. J'ai trouvé ça bizarre, mais après, en m'enseignant, j'ai dit non, c'est pertinent ce qu'il dit. Ce qu'il m'a dit, c'est quoi? J'étais en 4e année de médecine, hôpital régional de Bafoussam. On avait loué une villa dans laquelle on restait, puisque c'était à côté de l'hôpital, et on cotisait tous donc pour payer, parce que c'était moins cher. On allait à l'hôpital à pied. Et il me dit, Claudel, tu penses que quand tu sors avec une fille qui est belle, tu es la seule à voir qu'elle est belle? Nous, tes amis, nous aussi, on voit qu'elle est belle, non? Tu crois que nous, ça ne nous plairait pas aussi de sortir avec elle? Quand il a dit ça, je suis resté là, je dis, bon, oui, ça tient, hein. C'est qui dit là, c'est pertinent. Il me dit que, mais je dis que c'est pertinent comment? Tu crois que si je trouve le moyen de valider, il ne veut pas valider. Il voulait me choquer, mais en réalité, il avait raison. C'est la même chose avec une fille. Tu sois avec un gars, il est fringué, il a beaucoup d'argent, il s'occupe bien de toi. Tu parles de lui, tu racontes à ta copine comment vraiment il me secoue bien au lit. C'est un faf avec F majuscule. Tu crois que ça plaît à tout le monde? Alors qu'elle va de garçon en garçon sans trouver quelqu'un. Non. Le jour où elle va trouver la solution, elle va implémenter ça. Et tu auras beau pleurer, tu auras beau crier. Ça ne marche pas. C'est même lui qui va te chasser. Que tu donnes, laisse-nous. Nous, on s'aime. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ma meilleure amie, mon fiancé.
Tu commences à faire des posts en anonyme sur Internet. Coach, poste en anneau, s'il te plaît. J'ai 23 ans. Ma meilleure amie. On s'en fout, ça fait quoi? Ta meilleure amie, ça fait quoi? C'est toi qui croyais que c'est ta meilleure amie. Tu es sûr qu'elle pense que tu es sa meilleure amie. Le monde ne fonctionne pas comme vous voulez. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et les échecs donc, lorsque les échecs surviennent, il faut compter sur vous. C'est pour ça qu'il faut vous préparer avant que l'échec n'arrive à compter sur vous pour vous en sortir. Ne dites pas que j'ai aidé les gens, ils vont me sauver. Ne dites pas que oui, j'ai beaucoup soutenu tel. Donc si je suis aussi en difficulté, il doit me soutenir, non? Ce n'est pas obligé. Et il peut même te dire, tu m'as soutenu, mais j'ai remboursé. Ça fait quoi? Est-ce qu'on a un contrat? Donc les échecs que je vais présenter avec vous, la manière dont je vais expliquer ça, pour chacun des échecs, je ne pourrais pas lister tout parce que ça prendrait toute une vie. J'ai listé ce que j'appelle les plus importants. Mais vous devez faire le même exercice. Mais l'exercice doit vous permettre de faire ressortir les vertus de chacun des échecs. Parce que moi, à chaque fois qu'il y a eu un échec, il y a eu des vertus extraordinaires. Et si vous ne vous concentrez pas sur les vertus, vous risquez de vous concentrer sur l'échec. Et si vous vous concentrez sur l'échec, vous n'allez pas être capable de vous relever. Ce sera trop difficile. Et personne ne va vous soutenir, même pas Jésus. Puisque si Jésus soutenait les gens, c'est que l'Afrique n'est pas dans cette situation. Si Jésus nous soutenait, c'est qu'on vit bien. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en train de mourir à l'hôpital parce que n'arrivant pas à manger, la malnutrition. Moi, j'ai vu tellement d'enfants mourir à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas l'argent pour une transfusion sanguine. Ça veut dire parfois moins de 20 000, un enfant qu'une femme cherche depuis 7 ans meurt parce qu'il n'y a pas 7 000, parce qu'il n'y a pas 10 000. Vous voyez quelqu'un qui est malade, il a des œdèmes. Il n'a pas d'argent, il va au quartier, voit un marabout qui doit le soigner. On lui fait des scarifications chaque jour. On prend la lame, on scarifie, on met les produits. On dit que c'est le mauvais sang qui sort. On fait ça pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai reçu un cas récemment, il est arrivé à l'hôpital. Les pieds étaient totalement gangrénés. La suite, c'était quoi? Amputation. Et même pour l'amputer, il n'avait même pas l'argent pour qu'on l'ampute. On a dit qu'on va te faire cette prestation gratuitement. Non, on va payer. Il y a un mécène qui a payé. On va couper tes 2 pieds. Et on a coupé les 2. Oui. Dès qu'on coupe les 2, on te met en salle. On continue avec les autres patients. On t'a oublié. La vie continue. Et elle sera meilleure qu'avant. Tu vois que parce qu'on a coupé tes pieds, les gens ne vont plus faire l'amour. Les gens vont continuer à faire l'amour comme avant. Tes pieds, ça fait quoi? On coupe tes pieds, tu as fait quoi? C'est pour toi seul. La vie va continuer. Quand tu as compris que lorsque quelque chose t'arrive, la vie va continuer normalement, tu te concentres toi-même pour résoudre ce qui va t'arriver. Au cas où ça t'arrive. Toi-même, tu te prépares en attendant. Parce que tu ne peux pas échapper à l'échec. Il faut d'abord retenir ça. On n'échappe pas à l'échec. Donc quand quelqu'un me dit que je n'ai pas encore eu d'échec, il dit que prépare-toi urgemment. Ce n'est pas loin. Et il ne faut pas que ça arrive avant que tu réfléchisses sur ce qu'il faut faire. Ça peut être fatal directement. Donc, il faut se préparer avant. Alors, si on doit définir principalement l'échec, c'est en fait un état ou une condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu ne soit pas atteint. C'est vrai qu'on peut aussi assimiler ça à un sentiment de quelqu'un, comme le monsieur a dit tout à l'heure. Il y a des choses que je voulais réaliser à 30 ans. Il y a 50 ans, je n'ai pas pu les réaliser. Une sorte de sentiment de regret. On se dit, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça à tel âge, à tel moment. Mais actuellement, non seulement je ne peux plus le faire, je n'ai plus les ressources matérielles, financières, humaines, logistiques, intellectuelles, physiques même qui me permettent de le faire. Et le moment de le faire est passé, c'est terminé. Comme j'aime souvent le dire, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Il est 17h26, heure du Cameroun. Le 1er décembre. 16h, heure du Cameroun ne va plus jamais exister. Donc ce que vous aurez dû faire à cette heure-là, si vous n'avez pas fait, c'est terminé. C'est passé à jamais. Le temps ne vous attend pas.
Donc, si vous devez faire quelque chose, faites-le. Si vous avez peur de l'échec, sachez que ça va forcément arriver. Donc, faites-le. Mais préparez-vous à l'échec. Seul, ne comptez pas sur les gens. Quand vous faites, sachez que si ça se passe mal, voilà ce que je vais faire, pas ce que nous allons faire. Arrêtez le nous. Laissons le nous quand il s'agit des échecs. Le nous, ça doit être la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que vous avez déjà prévu ce que je vais faire. Et il y a d'autres personnes qui se disent non, on va aussi faire ça. Mais vous n'avez même pas prévu. Et ça devient comme une cerise sur un gâteau que vous avez déjà constitué vous-même jusqu'à la fin. Sinon, comme on dit au Cameroun, ce sera la lecture de l'heure. Une lecture sur le papaye. On vous donne une papaye, vous lisez l'heure sur la papaye. Alors, les premiers échecs dont j'ai été victime, ce sont des faillites aussi. Moi, j'avais une ébullition entrepreneuriale au début. C'est là 7 ans. Pratiquement 8 ans. Je voulais changer l'Afrique, changer le monde. Comme nous tous. Mais je voulais changer le monde sans argent. Je me disais que c'est possible et que le Seigneur va m'accompagner dans cette mission. Puisque lui, il a été dans cette mission, le Seigneur n'était pas riche, il n'était pas milliardaire, il n'a pas laissé les terrains. Si oui, c'est titré par qui? Alors, ce que je veux dire, c'est que je pensais que c'est possible. J'ai donc commencé à lancer sur pied des projets. Le premier projet s'appelle Global Investment Corporation. Si vous tapez ça sur Facebook, vous allez voir. Global Investment Corporation, c'est un groupe fermé. Et là, on voulait faire de l'agro-pastoral. Donc, je me disais, on va réunir des personnes, on va lancer des projets sur le plan de l'agro-pastoral afin de pouvoir faire l'agriculture, l'élevage et progressivement diversifier, gagner de l'argent et croître. Sauf que dans notre groupe, en décidant de mettre de l'argent, il y a un membre de notre groupe qui nous dit « Non, vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent pour acheter le terrain. Mon père a le terrain. Allons juste faire sur son terrain. » On dit « Waouh, magnifique. Magnifique. On n'a plus besoin de dépenser pour le terrain. On prend dans notre argent, on va investir sur ce terrain. On cultive. Au quotidien, on est là, on entretient. Quand le moment de la récolte est arrivé, on nous a rappelé que ce n'est pas notre terrain. Et on nous a interdit l'accès au terrain. Et c'est fini. Ils ont récolté. Et quand on voit notre ami, on dit que qu'est-ce que ton père nous fait comme ça? Il dit que lui-même il ne comprend pas. Tu ne comprends pas? Il dit que non, on avait hypothéqué le terrain, je ne savais pas moi-même, c'était à la banque. Et puis quand ils ont vu qu'on exploite déjà le terrain, ils sont venus, ils ont saisi le terrain et puis ils ont récolté. Ok, ça va, vous avez gagné. On a perdu beaucoup d'argent. Comme le poulet de mon ami. Et puis j'ai abandonné une fois, directement. J'ai dit que allez avec. Deuxième projet Global Archive. Je me dis, quand j'ai un peu de compétences en informatique et que de plus en plus on parle de l'archivage, parce que quand vous partez dans les ministères, vous dites que je veux mon diplôme, on dit qu'il faut payer les frais de fouille. Parce que les documents sont empaquetés dans des salles, des archives. Et pour aller fouiller, parfois, ça prend beaucoup de temps. Je me dis, mais attends, on peut résoudre ça avec la science, avec la technologie. Il suffit de prendre ces documents, de les scanner, de les indexer, de les mettre sur une base de données dans une plateforme. Et juste avec quelques mots-clés, on peut retrouver directement ces archives-là avec un téléphone, une tablette, un ordinateur. Et ça fait en sorte que, par exemple, un maire peut retrouver tous les actes de naissance de sa mairie avec son téléphone, avec son ordinateur, avec sa tablette, de telle sorte que même si la mairie brûle, on peut récupérer tous les documents. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que les gens ne veulent pas de cette solution. Parce que les gens ne veulent pas la transparence, pour des raisons qu'on connaît. Vous partez d'une entreprise, vous êtes un inconnu. Vous voulez prendre les documents de l'entreprise pour scanner, mettre sur une plateforme. Qui va vous donner ces documents? Personne. Ça veut dire que le fisc aura dans les informations fiables de l'entreprise grâce à vous. Ça veut dire que vous allez avoir les secrets de l'entreprise qui sont dans les documents. Personne n'acceptait ça. Finalement, j'ai été obligé de le faire pour moi-même. C'est-à-dire pour les dossiers de mes patients, mes propres patients.
puisque personne ne validait. Autre faillite. J'avais tellement investi pour acheter le matériel, pour acheter des livres, pour acheter des logiciels. Ça ne fonctionnait pas. Mais à chaque fois, j'apprenais parce que ça me permettait de comprendre l'environnement. C'est pour ça que je ne suis plus rentré dans l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture comme avant. C'est terminé. Il y a des choses qu'il faut d'abord anticiper avant de faire l'agriculture. Et quand je vois les gens dire que la terre ne manque pas, moi, ils sourient sur moi. Ils disent, ok, allez-y, non. Comme ça ne manque pas, allez-y. Moi, je sais ce qui va se passer. Je sais comment ça va finir. Je sais exactement, point par point, ce qui va se passer. Quand quelqu'un me dit qu'il fait l'agriculture, il dit sur quelle superficie? Il me dit 5 hectares. Il dit, ok, j'espère que tu as une autre activité génératrice de revenus. Que ça ne sert à rien, c'est pour perdre le temps. C'est peut-être pour ne pas avoir l'arthrose. On ne peut pas marcher. Quand quelqu'un me dit qu'il fait les poulets, il dit les bandes de combien? Il dit 500. Il dit ok. Ah, mon père. Et dans la femme de ton beau-père, mon père. Tu vas faire comment? Il dit que, ok, j'espère que c'est pour ne pas avoir la lordose. Mais si tu comptes sur ça pour t'enrichir, je sais comment ça va finir. Ça ne peut pas marcher. Peut-être c'est juste pour apprendre. Oui, si tu fais ça pour apprendre comment on fait, ça va. Mais si tu fais ça parce que dans ton rêve, tu veux devenir riche, ça ne marche pas. Et ça n'a marché pour personne. Et je sais pourquoi ça ne marche pas. Parce que j'ai aussi subi ça. Et ça m'a permis d'aller en profondeur pour comprendre pourquoi. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui le font, qui l'ont fait. Ça m'a permis d'analyser l'environnement et ça m'a permis de décrypter ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà à quoi ça m'a servi ces échecs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui me dit qu'il veut se lancer dans l'archivage, je sais ce que je vais lui dire. Je sais ce qui peut marcher, je sais ce qui ne peut pas marcher. Si quelqu'un me dit, je veux me lancer dans l'élevage, je sais ce que je vais lui dire. Je sais ce qui peut fonctionner et ce qui ne peut pas fonctionner. Et s'il a déjà commencé, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut plus corriger. On va essayer juste de corriger ce qu'on peut. Et si c'est trop tard, on va le laisser faire faillite posément. Et juste le préparer à comment la faillite va se passer et limiter la casse. Comme on dit souvent au village, quand tu te retrouves dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Si dans ta vie, tu te retrouves dans un trou sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, première chose, tu arrêtes d'abord de creuser le trou. Deuxième étape, tu cherches une échelle. C'est pour ça que tu dois comprendre comment le trou s'est créé. Et troisième étape, soit tu montes toi-même, première chose à faire. Et si en montant, il y a quelqu'un qui te tend une corde, ça devient la cerise. Mais ne fais pas ton projet en disant que quand il serait dans le trou, quelqu'un va lancer la corde. Non. Jamais. Non. Ne pense pas à la corde. Ne pense pas à quelqu'un qui va poser l'échelle. Pense au fait que tu vas creuser la terre pour mettre ta main et monter. Pas qu'il y aura une échelle que quelqu'un va te donner. Il n'y a pas d'échelle. Parfois, quelqu'un a l'échelle. Il préfère te dire, ouais, ça va se passer comment et... Tu as fait comment pour te retrouver dans le truc? Il te pose au moins 200 questions. Il a l'échelle à côté. Il ne fait rien. Ou il fait semblant de t'aider. Et dès qu'il finit de poser des questions, il quitte un peu, il rit avec ses amis. Après, il revient encore. Tu as pu sortir. Ah oui. La nature est parfois cruelle et impitoyable face à vos échecs. Tes échecs, ce sont tes échecs. Ce ne sont pas les échecs de tes amis. Ce ne sont pas les échecs de ta famille. Ce ne sont pas les échecs de ton père ou de ta mère, ou de ta copine ou de ton copain. Ce sont tes échecs, pas les échecs de quelqu'un d'autre. Alors, on va continuer. Là, j'ai essayé de répertorier les échecs un à un. Je vais commencer par le premier échec, le BPC. Je me rappelle quand j'étais en 3e, parce que j'ai fait la 6e au CES de Ngwaikele, qui est devenu lycée. Après, j'ai fait la 5e au lycée de Tinga, 4e lycée de Tinga, 3e lycée de Tinga. La particularité, c'est que j'adorais les jeux vidéo. Je dormais dans les salles de jeux vidéo. Je faisais les compétitions de jeux vidéo. Je volais l'argent pour aller jouer aux jeux vidéo. Je volais l'argent pour acheter des consoles. J'avais acheté ma première console en 3e, la PlayStation. Je ne dormais plus la nuit. Toute la nuit, je jouais. Les gens partaient à l'école, je jouais. Ce qui fait que, quand j'ai composé le BPC, le jour des résultats, je suis allé regarder les résultats avec un ami. On l'appelait Dengo. C'était un redoublant de 3e.
Et quand on se dirigeait, moi, je savais que j'ai échoué. Donc, je n'avais pas de suspense. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Et ils courent le cœur bas, ils courent le cœur bas. Ils regardent. Ouais, je vais pas... Non, non, je n'avais aucun suspense. Aucun suspense. Au contraire, j'avais le suspense pour mon ami Dengo. Parce qu'il avait déjà échoué, je pense, 2 fois. Donc, quand on partait, de manière routinière, j'ai regardé juste pour voir ceux qui ont passé. Et je n'ai pas vu le nom de Dengo. Et quand on rentrait ensemble, j'avais de la peine pour lui. J'ai dit, ouais, Dengo, waouh, c'est pas possible. Ouais, la 3e fois, c'est la 3e ou la 4e fois, ouais, ça va se passer comment? Et tu as déjà appelé quand même à la piole et tout. Pour moi, il n'y avait pas d'inquiétude. Je savais que je ne vais pas passer en fait. Je vais passer comment? Il sait ce que j'ai fait à l'école. Donc, il sait que je ne peux pas passer. Et quand je suis arrivé à la maison, il était tout serein là, tranquille. Et puis on dit, mais tel a fait comment? Il dit, non, il a passé. Tel a fait comment? Il a passé. Et toi, tu es le seul à échouer? Il dit que mais, les gens échouent. Les gens échouent. Il y a même les gens qui sont forts à l'école qui échouent. Pourquoi vous voulez me tuer? On dit, ok, comme ça a l'air d'être en foudre, tu vas quitter la maison. L'année qui suit, on m'envoie à l'internat. Et Bolova. Lycée classique et moderne. On dit que tant que tu n'as pas le bac, tu ne vas pas partir de là. C'est comme ça que je me retrouve dans l'internat. Et quand j'étais dans le lycée de Tinga, j'avais 2 répétiteurs. Un répétiteur de physique, un répétiteur de mathématiques. Celui qui donnait physique donnait aussi la chimie. Bon, quand il donnait les cours, moi j'étais seul là parce qu'on a payé. Pas comme si ça m'intéressait particulièrement. J'attendais juste que ça finisse vite, moi il m'avait joué. Donc chaque jour il venait raconter ses maths là, sa physique, machin. Et le cas il le voyait là-bas, il ne m'inspirait pas. Quelqu'un qui a réussi sa vie. Et quand quelqu'un te donne cours, tu le vois, il ne t'inspire pas. Tu vois que lui n'a pas réussi, mais il veut t'apprendre comment ça va se passer. Pour moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Donc, je le respectais juste parce que c'est un grand frère et tout. Mais quand il le voyait, chaque jour, il finit, il prend la moto, il rentre, il revient. Je comprenais que ce n'est pas un avenir. Ce qu'il dit là, ce n'est pas l'avenir à suivre. Il joue mes jeux vidéo, un jour, qui sait, ça peut marcher. Quand je quitte, donc je me retrouve à l'internat, le responsable de l'internat me dit, petit, ici, ce n'est pas comme en ville. Il dit que ce n'est pas comme en ville, ça veut dire. Il dit que ici, c'est le partage. Ici, les trucs que vous faites en ville, là, vous avez vos cachets là. C'est terminé. Parce que quand tu viens d'arriver comme ça, tu as l'argent, n'est-ce pas? Tu as le tapioca, tu as le sucre, tu as le lait, tu as les arachides, tu as le chocolat, n'est-ce pas? Ça va finir. Donc c'est maintenant que tu dois préparer le moment quand ça va finir. Ce n'est pas quand c'est fini. Et quand c'est fini, on va se rappeler de ce que tu faisais quand tu avais. Et moi, je ne comprenais pas. Donc chaque matin, comme on buvait ce qu'on appelle le coffre. Le coffre, c'était le café. C'est un café là qui était très mal fait, avec un pain rassis. Et puis tu devais manger ça et boire pour aller à l'école. Quand il voyait les gens boire le tapioca, il dit, mais ça c'est des conneries. Buvez le tapioca, c'est quoi? Les gens disaient que c'est vous qui avez les moyens, non? Il dit, ok. 3 mois plus tard, mes provisions finissent. J'appelle mon père, il dit, bon, les provisions sont finies là et tout, j'ai besoin de ça, c'est ça. Il dit que on ne prépare plus à l'internat. Je dis, préparer, ça veut dire quoi? Il dit, est-ce qu'on prépare à l'internat? Je dis oui. Il dit que mais mange ce qu'on a préparé. Tu veux l'argent pour faire quoi? Tu es dans un endroit où tu es logé, nourri. Et tu veux l'argent pour faire quoi? Pour aller où? C'est même trop dangereux de prendre l'argent. Tu vas aller en route, la voiture peut te cogner. C'est dit, hein? Ah oui. Maintenant, tu te retrouves dans les cas de figure où on te donne un petit plat de nourriture, tu manges, ça ne te rassasie pas. Tu as faim. Ton voisin a le tapioca, il faut aller lui demander le tapioca. Et toi, tu étais prétentieux. C'est là où tu te souviens des paroles. Du maître d'internat. C'est le partage. C'est le partage. Parce que là, il faut demander. Tu fais comment? Ta pâte dentifrice finie. Moi, il me brossait parfois sans pâte. Parce que tu ne veux pas demander. Tu as peur de demander, on t'insulte. Parfois, tu prends la brosse, tu te brosses sans pâte. Parfois, tu as le tapioca, tu bois sans sucre. Parce que ce qui était plus difficile, c'est le sucre. C'est pour le tapioca. Les gens ont les cantines pleines de tapioca, mais il n'y a pas le sucre. Le sucre est petit, le sucre est une denrée rare. Donc, tu es obligé de boire le tapioca en imaginant qu'il y a le sucre. D'autres faisaient même
L'extra, ça veut dire qu'on mettait la pâte dentifrice dans le tapioca pour que ce soit sucré. Oui. Ou le sirop. Le sirop, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'argent. On mettait la pâte dentifrice dans le tapioca. Parfois, on mettait la pâte d'arachide. Les gens venaient avec des seaux de pâte d'arachide pour manger le tapioca. Parfois, tu restais comme ça. On dit qu'il y a compétition taps. Compétition taps, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le tapioca dans une grosse bassine avec beaucoup de cuillères. Il appelle les gens de venir manger. Tu es obligé de courir pour arracher une cuillère. Et les plus anciens avaient les cuillères les plus grosses. Donc, quand tu étais nouveau, on te donnait la petite cuillère. La cuillère avec laquelle on boit le café là. Les gens ont les louches. Toi, tu as la cuillère à café. Donc, le temps que tu prends, le tapioca, c'est même déjà versé, tu manges. Ils ont rien fini. En fait, ça a développé chez moi beaucoup de vertus. Trop de vertus même. Alors, quelles sont les vertus qui ont été développées? Première vertu, ce sont les mathématiques. Parce qu'en réalité, quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris que c'est tellement difficile que je dois faire le moins de temps possible ici. Je dois faire le moins de temps possible. Et quand j'analysais donc, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Parce que je ne pouvais pas être bon dans toutes les matières. Les autres matières, ils m'en foutaient. Quand ils voulaient dormir, ils ne trouvaient pas le sommeil, ils prenaient mon livre d'anglais. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je me suis dit... Non, je dis la vérité. Ce qui se passe, c'est que je me suis dit, il faut que j'identifie les matières qui vont me faire passer. Je ne veux pas apprendre tout. Et quand je regardais dans les matières, il y a une seule qui me parlait, qui pouvait me faire passer facilement, c'était les mathématiques. Donc, si j'apprenais 10 heures de temps, je faisais les mathématiques 9h30. Le reste, il ne lisait même pas. Ce qui fait donc en sorte qu'en étudiant beaucoup plus les mathématiques, c'est pour ça que je dis que la mémoire inconsciente est importante. On a vu la mémoire hier. J'avais l'impression que ce que mon enseignant, ou plutôt mon répétiteur de mathématiques me faisait, était en train de revenir dans mon cerveau. Plus j'apprenais, plus j'avais l'impression que ça devenait facile. Ce qui fait que j'ai commencé à devenir très, très performant en mathématiques. D'ailleurs, de la 3e jusqu'en terminale, j'étais toujours le meilleur en mathématiques. J'ai fait beaucoup de concours, même internationaux, de mathématiques. Donc ça, c'est la première vertu que ça a développée. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je suis très cartésien. Donc quand tu parles, je vais toujours analyser rationnellement. Je vais toujours voir les chiffres, je vais toujours analyser. Ça, c'est la première vertu. La deuxième vertu, c'est la discipline. À l'internat, on se lève à 4 h du matin. On va puiser de l'eau parce que l'eau coule rarement. On vient se laver et on doit être prêt, habillé, en tenue au plus tard à 6 h. On va étudier 1 heure avant d'aller à l'école. Obligatoire. Vous partez étudier, vous êtes gardé, on suivait comment vous êtes en train d'apprendre. Et quand vous finissez d'étudier 1 heure, vous mangez, vous partez à l'école qui est dans l'endroit où il y a l'internat. Vous ne sortez pas. Quand vous finissez à midi, vous devez venir tôt. Parce que si vous ne venez pas tôt à midi, vous venez, la nourriture est finie. Donc parfois, l'enseignant est encore en train de faire cours. Tu vois qu'il dit qu'on va aller un peu plus vite sur le programme. Tu dis que s'il te plaît. Ton truc qu'il faut aller vite sur le programme là, il risque de louper la nourriture. Donc tu es obligé de sortir pendant le cours pour aller manger. Parce que si tu rates l'heure où on mange, tu ne manges plus. C'est le soir seulement à 19 h. Et quand tu rentres donc à 15 h 30, 16 h, tu as 30 minutes pour te reposer. 16 h 30, 17 h, on va en salle d'études. 2 heures obligatoires où tu apprends. Après les 2 heures, tu vas à l'internat, vous faites 1 heure pour taper les divers. 19 h, vous partez manger. 20 h, vous partez encore apprendre pendant 2 heures obligatoires. Et quand tu rentres au dortoir, on éteint toutes les lumières. Tu dois dormir et c'est reparti comme ça. Et c'est chaque jour. Samedi, vous avez travail manuel obligatoire. On te donne la machette. Tu dois défricher une parcelle qu'on a définie et c'est obligatoire. Au début, tu as les ampoules, après ça devient normal. Après, tu défriches avec joie. Et une grande superficie. Ouais. Après le dimanche, on commence à se préparer. Ceux qui vont à l'église vont à l'église. Après, vous rentrez, vous vous préparez, partez à l'étude. Chaque jour comme ça, pendant 4 ans. Ça développe la discipline. Autre chose que ça a développé comme vertu, ce sont les réalités de la vie. Il y a une technique, par exemple, que j'ai découvert là-bas. J'avais un cochambrier. Quand on lui envoyait l'argent, il changeait tout son argent en pièces de 100 francs. Et quand tu lui demandais qu'il gagnait rien là, il te dit qu'il gagnait que 100 francs. Il dit que mais celui-ci, il n'a que 100 francs chaque jour. Depuis 2 ans, il n'a que 100 francs. Et en fait, c'est après que j'ai compris comment il faisait. Donc, il prenait son argent, il part rencontrer les taximans. Il dit qu'il peut les aider à faire la monnaie. Il leur donne même 1000 francs, 2000 ou 5000. Les gars lui donnent ça en pièces de 100 francs. Parfois, il faisait même ça à l'église.
Et il faisait donc, il y a un endroit où il gardait son argent. Quand il rentrait de l'école, il prenait une pièce de 100 francs. Il met dans sa poche. Il se balade avec. Il arrive là où on mange. Il achète le haricot avec la bouillie. Puisqu'en face du lycée classique et moderne, il y avait un endroit où on faisait les beignets, le haricot, la bouillie, le bâton. Ce qui fait que quand tu l'interceptes, tu dis qu'il n'y a rien là. Il sort la pièce de 100 francs. C'est tout ce que je... Tu vois que même pour moi, c'est petit. Les gens développaient des techniques extraordinaires. Les gens sortaient avec des filles pour manger. C'est là-bas que j'ai vu ça pour la première fois. Ça veut dire que quelqu'un cotise une fille juste parce que la fille va préparer, il va manger. Ce qui fait qu'il fuit l'école chaque jour, il part, il mange chez elle, il revient. Ou parfois, il vient avec des gamins de nourriture à l'école. C'est là-bas que j'ai appris qu'un homme peut coucher avec une fille juste pour qu'elle le nourrisse. Cible. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il l'aime. Il a faim. Et il cible quelle est la fille qui peut me préparer à manger régulièrement. Quand il voit qu'elle, il ne veut pas voir elle est belle, elle a les formes, il s'en fout. Les formes, c'est quoi? Il a faim. Donc, il la drague parce qu'il veut manger. Et il s'entraîne pour faire l'amour parce qu'il veut manger. Ça, j'ai appris ça à l'internat, les réalités de la vie. En 3e, j'arrive à l'internat. 2e semaine, je vois pour ma première fois ce qu'on appelle une partouze. J'étais tétanisé. C'est-à-dire une fille de 3e, qu'au moins 11 garçons ont couché avec elle en 3 heures de temps. Ça veut dire que c'était dans une salle comme ça, à l'internat. Chacun entrait, il finissait, il sort, l'autre entre. J'étais tétanisé. Je ne parle même pas de la drogue. Des gens qui se droguaient dans les dortoirs, qui se droguaient aux toilettes. Les réalités de la vie, c'est le fait que vous devez vous laver ensemble. Il n'y a pas de toilettes individuelles. C'est-à-dire que où vous vous lavez, c'est 20 personnes. Vous avez chacun son seau d'eau. Vous vous déshabillez tous nus. Chacun se lave ensemble. Au début, il me cachait. Il me lavait la nuit tard. Quand les gens dorment, il va me laver. Parce qu'il veut me laver seul. Après, on dit, mon cher ami. C'est pas comme ça. C'est ensemble. Non, les garçons sont d'un côté, les filles sont d'un côté. Ça te rend humble. Puisque tout le monde te voit nu chaque jour. Tu deviens humble. Ça te pousse à travailler sur l'économie. Tu sais qu'il faut économiser. Et que si on t'envoie 5 000, ça ne va pas finir dans une semaine. Tu ne vas pas acheter les croissants, boire les yaourts. Il faut boire les yaourts, non? Quand tu vas finir de boire les yaourts vont finir. Les croissants vont finir. Et tu vas te retrouver dans un moment où tu n'as plus rien. Et tu dois tendre la main. On va te dire que le yaourt est fini. On va te rappeler le yaourt que tu buvais. Tu es dans un environnement où tu es la ménagère toi-même. Tu es la cuisinière toi-même. Tu es la gestionnaire. Tu es tout à la fois. Et ça m'a appris les réalités de la vie. Ça m'a appris à comprendre les autres. Puisque tu dois vivre avec eux obligatoirement. Et tous ne sont pas comme toi. Il y a certains qui ne se lavent jamais. Ils sentent mauvais. Il y a certains qui ont la mauvaise haleine. Tu es avec eux, vous dormez ensemble chaque jour. Il y a certains qui utilisent ta serviette pour s'essuyer. Ça veut dire que tu sèches ta serviette, ils se lavent, ils prennent ta serviette, ils s'essuient avec. Il y a certains qui prennent ta brosse à dents, ils se brossent avec. Les habits, je n'en parle pas, les chaussures. Tu viens qu'il a apporté, il est parti à l'école. Il vient le soir, il dit que gars, mes chaussures étaient mouillées, gars. J'ai un peu de tes chaussures là. Mais gars, c'est pas grave, je vais laver ça rapidement, les choses. Tu ne peux pas lutter à toutes les occasions. Tu ne peux pas. Il faut te calmer. Au début, tu veux lutter, mais d'abord que tu n'es pas le plus fort. Donc même s'il faut lutter, tu ne peux pas battre tout le monde. Mais tu deviens humble, tu deviens patient, tu deviens discipliné. Ça m'a appris ça. Mais surtout, ça t'apprend le travail collectif. Parce qu'on fait tout ensemble. Ça t'apprend à travailler avec les autres, même quand ils ne sont pas comme toi. Même quand ils ne pensent pas comme toi. Ça t'apprend à comprendre que tu ne peux pas vivre seul. Ça ne marche pas. Donc tu ne peux pas dire que tu as tes ressources seul, tu vis seul, tu es dans ton coin seul. Non, il n'y a pas de seul. Nous sommes dans la merde ensemble. Et on va en sortir ensemble. Personne ne va en sortir seul. On coupe de l'eau. Tu cours, tu peux puiser de l'eau pour te laver. Tu mets le seau. Tu pars à l'école, quelqu'un prend ton seau, il se lave. Tu reviens et dis que mais j'ai mis un seau d'eau ici. Personne ne reconnaît qu'il a pris l'eau. Et même quand tu retrouves ton seau dans le box de quelqu'un, il dit que mais attends, le seau, c'est veut quoi ici? C'est ton seau?
Parce que j'ai acheté un seau comme ça la semaine. Bref, alors, mais il croyait que c'est mon seau. Hein. Les grands frères, on te montre ce que c'est qu'un grand frère. Quand quelqu'un est un aîné, on le respecte, c'est obligé. Donc ton aîné peut venir comme ça. Il dit, bon Claude, va un peu m'épuiser l'eau au lycée, là tu reviens. Tu dois aller puiser l'eau. Ce n'est pas... En fait, il te dit ça par politesse, mais tu dois aller. Il te donne 2 seaux là, s'il te plaît, tu me remplis l'eau, viens me laver un peu là, s'il te plaît. Tu fais un peu vite là, il va sortir. Ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, ta famille n'est pas là. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est que les exactions vont exagérer, ça va s'augmenter. Quand j'étais à l'internat, je suis allé voir un marabout pour la première fois. Oui. Parce que moi, tout mon argent, je cotisais pour acheter les jeux vidéo. Et quand j'étais dans en seconde, j'ai réussi à acheter un jeu, ça s'appelle la Game Boy Advance SP. À cette époque-là, ça prenait les batteries. Et j'étais pratiquement le seul à l'internat à avoir cette console. Et un jour, j'ai donné à mon petit frère en dormant la nuit, on a volé la console. Je viens le matin, il dit, Lionel, la console, il dit qu'il ne retrouve plus. On cherche la console, on ne voit plus, on cherche, on ne voit plus. J'ai réfléchi que j'ai économisé mon argent pendant 6 mois pour acheter ça, vous voler la console. Non, il faut que quelqu'un meure. On ne peut pas, quelqu'un va mourir. Il faut que la personne meure. Le mercredi soir, dès que les cours sont finis, j'ai fui l'internat. Je suis allé chercher les marabouts. J'ai demandé à mes amis, non, qu'ils cherchent les marabouts. Nous sommes allés chez une. On est attendu jusqu'à 19h, elle n'est pas venue. Le lendemain, quand je suis d'abord rentré à l'internat le soir, j'ai dit que demain encore, il va partir. Ceux qui ont pris la console, c'est le moment. Parce que quand il va revenir ici, ce sera trop tard, quelqu'un va mourir. Le lendemain, je suis encore allé voir un autre marabout. On a attendu peut-être 1h30. Et le gars sort, il dit qu'à votre âge, vous venez déjà chez les marabouts. C'est à peine s'il ne nous a pas tété avant de nous chasser. Il nous a chassés, on a fui. Mais il ne fallait pas qu'on rentre et dire que le marabout nous a chassés. Dès qu'on arrive, on dit que tout est fait. Si ce qui va arriver arrive, j'aurais à prévenir beaucoup de jours à l'avance. Et rien n'est arrivé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, il y a un de mes amis à l'internat qui vient me dire qu'on a retrouvé une fille avec ma console en 3e. Je me rappelle que je suis sorti de la classe avec mes gros bras, parce qu'effectivement, à l'internat, il y avait les gros bras. Il y avait mes amis qui étaient costauds, non? Je les prenais et disais que, gars, apparemment, on a retrouvé la console. Allons un peu voir de quoi il s'agit. On arrive en 3e, j'entre en classe. Elle était en train de jouer. Je viens juste, je prends la console, je regarde. Je dis que oui, c'est ça. Ok, bon, bonne journée. Je suis parti. Et je ne sais même pas de discuter avec elle que tu as pris ça, ou sinon on devait la bastonner. C'était ça l'internat. Brutal, violent. Mais ça m'a aussi beaucoup appris le fait qu'il faut allier tout ça avec performance à l'école. Parce que je ne devais pas faire plus de temps là-bas. Donc du coup, quand il s'agissait de l'école, surtout des mathématiques, c'était trop grave. Moi, je donnais des cours de mathématiques à ceux qui étaient à des classes élevées. Quand j'étais en seconde, j'ai donné des cours aux gens qui font première essai. J'ai donné des cours gratuitement de mathématiques. Je corrigeais tout le livre de mathématiques. Et comme à l'internat, il y avait ce qu'on appelle les noyeurs. Il ne fallait pas que quand tu étudies, les gens voient que tu es en train d'étudier. Donc, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que comme nous sommes à l'internat, on est en train de causer comme ça. Je vais prendre le livre. Je vais retenir un exercice. Après, je vais laisser le livre. Après, je vais dire que bon, les gars, il fait un tour là. Je m'en vais dans une salle de classe avec la craie dans ma poche. Je résous l'exercice jusqu'à la fin. Dès qu'il trouve la solution, j'efface, je lave mes mains, je suis mon visage, il revient en cause. Je faisais ça régulièrement. Après, les gens ne comprenaient pas qu'on donne les feuilles, tu as 20. Et ils ont 4,5. Mais toi, tu apprends à quel moment? Tu dis que gars, c'est la chance, hein? On ne se bat comme ça, c'est le Seigneur. Voilà ce que cet échec m'a appris. Deuxième échec, Campus France, faculté de médecine. Quand je finis dans la terminale C, j'ai mon bac C. Et puis, moi, je vais aller continuer les mathématiques. Parce que moi, je veux devenir astronaute ou pilote au moins. Je fais donc Campus France. Je passe, effectivement. Je dois aller continuer mes études à Clermont-Ferrand. Et puis, mes parents disent que ton truc de Clermont-Ferrand, là... Parce que j'avais tous les documents. Il fallait juste aller à l'entretien. Et puis, que les parents payent ce qu'il faut et je voyage. Est-ce que tu es trop jeune pour voyager? Et ici que ça va se faire.
Et de toutes les manières, il n'y a même pas de médecin dans la famille. Tu dois devenir médecin. C'est comme ça qu'en attendant dans les concours, je m'inscris en Waikele, filière mathématiques, niveau 1. Le temps de faire les concours, tout ça. Je fais le concours du CUS que je ne réussis pas. Je fais le concours de Polytech que je ne réussis pas. Après, on dit que bon, tu vas aller faire médecine à Madagascar. Il y a une bonne école là-bas, en Antananarivo, un truc comme ça. On prépare tous les dossiers, il doit y aller partir. Après, on dit que mon père rentre, je lui dis, j'ai vu une information là. C'est comme si à l'ouest, il y a une faculté de médecine. Hein. À Baranté là, renseigne-toi un peu dessus. Il fait comme si je cherche, mais il dit qu'il n'est pas trouvé. Que non, voilà l'article, il a trouvé l'article. L'université des montagnes. Et ils ont même une représentation ici à Yaoundé. On va y aller. On y va. On prend les informations. C'est comme ça que je me retrouve à Baranté faire le concours. Je fais le concours, je sors sur la liste d'attente. Quand je m'en vais dans le voie, je dis voilà, je suis sorti sur la liste d'attente. Et c'est même trop cher. L'école là, c'est cher. 1 million par an. Je dis que même s'il faut que quelqu'un meure, tu vas faire l'école là. J'ai compris qu'on ne pourrait plus rien faire. Il va donc voir les responsables. Il dit que bon, j'ai mon enfant qui est sur la liste d'attente, ça se passe comment? On dit que si vous payez maintenant, on le prend. Si vous payez la première avant, maintenant, on le prend. Mon père est sorti, il ne sait pas ce qu'il allait faire dehors. Il est rentré très tard avec le reçu. Il dit que tu pars à Baranté demain. Le lendemain, donc, je m'envoie avec ma grande soeur Michel à Baranté. Il avait à trouver la chambre, j'entre dans la chambre. En partant, il dit bonne chance. 7 ans. Je me rappelle quand j'entrais dans la première année de médecine, j'entre en classe. Un professeur vient, professeur d'anatomie, il s'appelle professeur Kraft en français, puisque l'Université des Montagnes avait un partenariat avec beaucoup d'institutions et d'universités en Occident, en France notamment. Donc on avait beaucoup d'enseignants français. Professeur Kraft vient, il fait des cours d'anatomie. Je vois les étudiants avec les fiches qui sont en train de dessiner les os, dessiner les muscles. Je dis que ce que vous dessinez là, c'est pour faire quoi? Ils disent que tu dois avoir comme ça au moins 500 fiches par mois de dessins que tu dois mémoriser. Je dis que tu dois faire comment? Mémoriser. Et là, je comprenais que je ne savais plus où était. Parce que moi, j'étais habitué aux mathématiques et là, je tombe dans un système où il faut faxer purement et simplement. Il n'y a pas un autre mot. Et là, je me suis dit, je vais activer ce qu'on appelle en médecine le minimum vital. Donc, je vais faire le minimum qu'il faut pour passer. Je ne veux pas être le meilleur, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être le meilleur laïceur qui récite les livres, non, je ne veux pas. Je veux passer, point. Et comme on passait avec 12, je vais me battre juste pour avoir 12 et c'est terminé. Ce qui fait que je ne venais pas en classe tout le temps. Et je profitais donc de ce temps pour faire autre chose. Et ça a donc développé plusieurs vertus chez moi. Lesquelles vertus, par exemple? Première chose, c'est que je continuais les mathématiques. Je donnais les cours de mathématiques. Deuxième, je faisais la musique. C'est là où je faisais du rap. Pendant plus de 5 ans, j'ai fait du rap. J'ai enregistré plus de 100 chansons. J'ai fait des concerts. Autre chose que je faisais, j'apprenais d'autres disciplines. L'économie, le droit, la sociologie. J'aimais les débats. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on peut débattre pendant 2 jours. Qu'importe le thème. Les livres, j'en ai trop lu. En dehors des livres de médecine. Plus de 200 livres. C'est comme ça que je me suis donc cultivé. J'apprenais d'autres choses. Je faisais le minimum vital à l'école pour passer. Donc, en réalité, à force de le faire, je me suis rendu compte que, en fait, les compétences que j'ai dans les autres domaines, ça peut être utile en médecine. Parce que je me rendais compte qu'en médecine, les médecins avaient des insuffisances dans les autres disciplines. Et que ces disciplines-là se retrouvaient à l'hôpital ou alors dans la santé globalement. Et que je pouvais donc avoir un apport pertinent dans ces autres domaines de la médecine avec mes compétences en informatique. Si vous connaissez quelqu'un avec qui j'ai fait l'Université des Montagnes, il va vous dire que c'est moi qui dépannais les ordinateurs. Quand quelqu'un avait un problème avec son ordinateur, même ceux qui faisaient ingénierie venaient me voir. Je dépannais les ordinateurs, je réparais, que ce soit hardware ou software. Ma chambre, c'était comme un laboratoire. Il y avait les CD partout. Il y avait un poster taille réelle de Booba. Il y avait les baffles partout. Ma chambre, c'était le labo. Donc, les gens me se demandaient, mais ce gars, il est même venu faire quoi ici? Les gens sont là pour faire la médecine, la santé. Il est là, il chante tout le temps. Il rappe. Il dépanne les ordinateurs, il est sur Internet, il raconte des trucs qui ne tiennent pas. Il fait des concerts, il fait des trucs. On ne sait pas ce qu'il est. Qui est-il même? Mais en fait,
c'était ma manière de ne pas déprimer. Parce que rester seulement en classe, suivre ce qu'on disait là, ça me déprimait. C'est quand je suis allé à l'hôpital, première année, du moins en quatrième année, quand on faisait déjà les stages cliniques, cinquième année, que j'ai compris que, attention, ce que tu faisais, la vie des gens est en jeu. Tu peux faire une erreur, quelqu'un meurt. C'est pour ça qu'en sixième année, j'arrête totalement la musique pour me consacrer à la médecine. Donc voilà quelques vertus que cela a développées chez moi. Troisième échec, en sixième année de médecine, il y a 2 évaluations que nous devons faire pour passer en septième année et faire la thèse. L'évaluation, elle est théorique. À ce moment donné, l'université de Yaoundé refusait de nous reconnaître, ou du moins l'État du Cameroun refusait de nous reconnaître. Donc on composait avec des épreuves qui viennent de Toulouse. Et c'est Toulouse qui validait nos diplômes. Donc la partie théorique, j'ai réussi. Et la partie pratique à l'hôpital, j'ai échoué. Puisqu'à l'hôpital, tu dois aller, on te donne un patient au hasard, tu l'examines. Après, tu as des professeurs en médecine qui vont t'interroger pendant pratiquement 1 heure. Et cet examen-là, je n'ai pas réussi. Je suis passé au rattrapage dessus. Donc j'avais 1 mois pour préparer le rattrapage. Et cette fois-là, j'ai sombré dans la dépression. Parce que je passais pratiquement 80% de mon temps enfermé dans la chambre. Parce que comme j'étais en 4e et en 5e année à l'hôpital, je me comportais plutôt bien, je me battais à l'hôpital, j'étais plutôt quelqu'un d'exemplaire. Ce qui fait que mes cadets savaient que je suis quand même quelqu'un qui a un niveau qui est quand même intéressant. Donc, sortir et faire en sorte qu'ils me voient et se rendre compte que je n'ai pas passé, surtout la partie clinique où on était à l'hôpital, c'était trop choquant pour moi. Donc, je ne sortais pas. Je restais à la maison, j'étudiais, je bouffais les livres. Je disais, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai pu échouer? Il faut tout faire. D'abord, pour que les gens ne me voient pas, ils sortaient très tard la nuit. Ils sortaient peut-être vers 21 h. Juste pour aller acheter le coquille avec ma patate et je reviens. Le coquille patate, c'était 200. Quand tu donnais 200, tu avais le coquille avec 3 patates ou alors 3 petits plantains. Et je sortais toujours en grosse capuche. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Donc quand ils sortaient, je partais, je disais, la mère, donne-moi la boule. Dès qu'ils prenaient, ils disparaissaient dans la nature, je repartais étudier. Et c'est pendant cette période que ça a développé d'autres vertus chez moi. Et là, je vais vous présenter quelles sont ces vertus. Alors, ces vertus, la première, c'est l'introversion. Parce qu'en fait, tu restes renfermé sur toi pendant trop longtemps. Et tu te poses des questions existentielles. Qui suis-je? Ce que je fais là, est-ce que c'est même utile? Ça va même me servir à quoi? Pourquoi ma famille m'a même envoyé ici? Surtout qu'il y a eu un traumatisme que j'ai eu. Quand je faisais 3e année de médecine, mes parents réussissent la loterie américaine. Mon père et ma mère. Et dans la procédure du dossier, ils doivent mettre les enfants avec qui ils veulent voyager. Et ça doit être des mineurs. Et à cette époque, j'étais mineur. Et ils n'ont pas mis mon nom. Ils ont mis seulement le nom de mon petit frère. Et je leur ai gardé dedans par rapport à ça. Pendant au moins 8 ans. Parce que j'ai trouvé qu'enfin, ma vie devait être délivrée. Je dois aller aux États-Unis. Continuer dans le rêve américain. Ils ont dit non, tu vas devenir médecin au Cameroun. Vous ne voyagez pas. Et ils ont voyagé, mon petit frère est parti. Mon petit frère est pharmacien aux États-Unis aujourd'hui. Ils sont tous partis. Ils m'ont laissé seul. Ils ont mis la maison de famille en location. Parce que moi j'habitais à Komkana. On a notre maison de famille là-bas où on habitait. Comme ils sont partis et qu'il n'y avait plus personne à la maison, puisque mes grands étaient à marier, voyager et tout, parce que toute ma famille n'est pas au Cameroun. Ils ont dit que, ok, comme nous on part et toi tu as baranté, ça ne sert à rien que la maison là reste vide. Ils ont mis la maison de famille en location. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, il y a les locataires là-bas. Il y avait donc une petite chambre à côté. Ils ont dit que, bon, quand tu viens de temps en temps à Yaoundé, tu vas rester dans la petite chambre. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça. Ok. Donc vous faites vos choix entre vous, vous me demandez mon avis. Vous partez aux États-Unis, vous ne demandez pas mon avis si je vais aller aux États-Unis. Vous partez seul, vous n'écrivez pas mon nom. Parce que vous me laissez ici à Baranté souffrir, boire l'eau sale, marcher dans le froid, mettre la l'eau glacée le matin, chaque jour. On raconte l'anatomie, l'histologie, physiopathie, je dois réciter les centaines de livres. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème, ça va, vous avez choisi ma vie, non? Un jour, je vais choisir moi-même. Un jour. Pour le moment, c'est vous qui payez, mais je vais choisir un jour. Donc je fréquentais, je me battais comme je pouvais. Et donc j'ai fait beaucoup d'introspection à ce moment donné. Et c'est à ce moment donné que j'ai donc développé ma spiritualité. Parce que je ne me battais plus à l'église. Puisque je ne voulais pas aller dans un endroit où les gens vont me reconnaître. Il va aller à l'église le dimanche. On va dire que hey, le Seigneur aussi a échoué. Donc il vient prier comme ça pour que Dieu l'aide. Ok. Ça veut dire que c'est Dieu devant là. Ce qui fait que pendant la période, je ne partais plus à l'église. Pourtant, j'étais choriste.
À l'église, moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 15 ans. Moi, j'étais choriste. Moi, j'étais lecteur à l'église. J'ai fait les copes monde. J'ai même commencé le petit séminaire. Du moins, j'ai fait le concours du petit séminaire que j'ai eu. C'est avec un jeu de papier que je suis allé au petit séminaire. Parce que ma mère a fait une prière où elle a lancé 2 papiers, où une, c'était écrit école classique, l'autre, c'était écrit petit séminaire. Elle a fermé, elle a lancé au sol. On a fait le rosaire avec l'encens allumé. Et quand on a fini le rosaire, pratiquement 2h30 après, elle dit, OK, choisis un papier. Ce que tu vas choisir là, c'est ce que tu vas faire toute ta vie. Et j'ai choisi. Quand j'ouvre le papier, c'est vous les parents, c'est vous qui décidez. J'ouvre, je vois école classique. C'était une délivrance. Sinon, aujourd'hui, il serait prêtre. Sinon, aujourd'hui, il serait prêtre. Et que je suis dans une église quelque part, en train de dire que le Seigneur arrive. Heureusement. Heureusement. Parce que pendant cette période, comme je ne sortais pas, je commençais donc à lire des choses existentielles. Je lisais sur la spiritualité. Je lisais sur la culture. Je regardais des vidéos, je me documentais. Après, je lui ai dit que, mais Dieu là, on peut faire comme ça que le monde là n'est pas, il n'existe pas. Parce que, est-ce que c'est ce qui est en train de m'arriver là maintenant? Parce que ce qui se passe, c'est que, quelques temps après, ma copine m'envoie un message pour dire que, avec qui j'avais fait près de 5 ans, pour dire, bon, ça a été un moment heureux. Je sais que tu as beaucoup fait dans ma vie, mais je pense qu'il est venu le moment de prendre des décisions objectives par rapport à notre vie. Donc, le problème, ce n'est pas toi, c'est moi. Donc, tout me tombe sur la tête. Après, un jour, je découvre sur Internet qu'elle s'est mariée. Je vois les photos de son mariage sur Internet, sur Facebook. J'ai dit, est-ce que Jésus sait ce qu'il s'est passé? Il sait ce qu'il est en train de vivre là maintenant. Il est témoin de ça ou il est complice. Et là, je commence à me dire, gars, tu es seul. Tu dois te battre seul, monsieur. Parce que là, maintenant, tu es seul. Parce que si tu échoues, l'examen pratique là, c'est que tu vas reprendre la classe avec les autres. Comme tu veux les fuir là, tu vas maintenant reprendre avec eux. Et on ne reprend pas 2 fois en médecine. Si tu reprends 2 fois, on te renvoie définitivement. Et tu ne fais plus jamais la médecine. J'apprenais comme un fou. Quand je parlais hier de réciter les livres, je récitais les livres. Quand tu disais hépatite virale, je récitais du début jusqu'à la fin. Parce que pour moi, c'était inadmissible que j'échoue. Quand je suis allé dans l'examen clinique, j'ai réussi avec brio. Et c'est comme ça que je m'en vais dans la 7e année de médecine faire ma thèse. Alors, ça développe aussi le dépassement de soi parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que, en fait, je peux dépasser ce que je suis capable de faire normalement. Je peux décider maintenant d'être plus puissant. Et je commence à travailler jusqu'à ce que je le devienne. Parce que j'étais déjà habitué à lire des choses bizarres. On m'a dit que non, monsieur, ce que tu veux faire là, demande trop de... Fais quelque chose de simple. C'est ça que j'ai travaillé sur les anti-inflammatoires. Alors, autre échec 4, concours d'intégration à la fonction publique. J'ai fini la fac de médecine, 7e année, je soutiens. Et voilà, j'ai réussi avec mention assez bien. Et dès que je finis de soutenir, pendant que je suis en train de prendre les photos, quelqu'un m'appelle, numéro inconnu. Je décroche. Félicitations. J'ai appris que tu viens de terminer. Vraiment, tu es enfin médecin. C'était ma copine qui m'avait barré. Et il dit que merci. On a autre chose à faire. Tu traumatises ma vie, tu viens me dire maintenant que félicitations. Félicitations, c'est pas le moment. Il fallait le dire avant. Il fallait me soutenir quand ça allait mal. Ce n'est pas maintenant que tu vas dire félicitations. C'est comme ça que je termine donc. Et j'avais une flamme, je voulais changer le pays. Je me disais que c'est le moment venu de changer le pays, de changer l'univers médical. Et la première étape, c'était qu'il faut d'abord que je trouve un emploi. Il faut d'abord un endroit pour travailler. Donc je faisais des gardes dans les hôpitaux, les cliniques, 3 000 la nuit, 4 000, 5 000. Tu arrives à l'hôpital un samedi à 8 h. Tu sors de l'hôpital dimanche à 15 h, on te donne 4 000. Tu as pris en charge peut-être 75 patients la nuit, dont 7 sont morts et tu as dû annoncer les décès aux familles. Et tu as 4 000. Et on ne te paye pas immédiatement. C'est à la fin du mois qu'on va calculer le nombre de gardes que tu as fait.
Et si ça donne peut-être 80 millions, on dit, bon, on t'avance d'abord 50 000, il n'y a pas assez dans les caisses. On va te donner 30 000 le mois prochain. Quand je vivais ça, je dis, hey, il veut dire, c'est comme ça que ça va se passer. Après, je me dis, bon, ok, peut-être si je passe le concours d'intégration, ça va me sauver. Donc, je me prépare pour le concours d'intégration, je fais le concours. Le problème, c'est que tu fais un concours où, si vous êtes 100 à faire le concours, 80 sont de la même région que toi. Et il y a l'équilibre régional. Je comprends que pour passer ici, il faut peut-être avoir 19,5 de moyenne. Et naturellement, il ne passe pas le concours. Et le jour où j'ai eu les résultats, c'était dans un groupe WhatsApp. J'étais de garde dans un hôpital à Tongolo, qui s'appelait la clinique Ngiawa, qui aujourd'hui même a fait faillite. J'étais de garde là-bas. Et quand je reçois les résultats que je n'ai pas passés, bon, c'est vrai que je travaillais déjà sur certains projets, mais je n'avais implémenté aucun. Dès que je reçois le résultat, je dis, mais c'est pas possible. La plupart de mes amis ont passé. Moi, je suis le seul qui n'a pas passé. Je suis fait les gars de 4 000, de 5 000, de 7 000, tous les jours. Il a dit que, gars, il faut lancer le projet que tu écris depuis là. C'est le moment. Il n'y a plus rien à faire. C'est le même soir que je crée la page Facebook SOS Médecins Cameroun. Et je commence donc à dire que je vais donner les conseils en ligne, je vais consulter à domicile. L'argent que je gagne, je vais acheter le matériel pour commencer à faire mon projet. Il n'y a plus rien à faire. Il a échoué le concours. Il veut faire quoi d'autre? Il veut continuer à gagner à 4 000, annoncer les décès chaque nuit. Vous savez ce que c'est que d'annoncer les décès? C'est quelqu'un qui avait son enfant qui est presque mort. Parfois, il est mort. Elle dépose son enfant entre ta main. Tu te bats, l'enfant meurt. Tu n'as même pas le plateau technique. Tu penses au bailleur, tu penses à trop de choses. Après, tu dois aller lui annoncer que l'enfant est mort, en fait. Et elle croit que c'est toi qui l'as tué. Et ça qui est grave. Elle croit que c'est toi le fautif. Moi, je me rappelle une fois une garde à un hôpital que je ne peux pas citer de la place, il y a une clinique, où je suis de garde et il y a seulement 2 couveuses avec une bonbonne d'oxygène. Je reçois 2 malades, des nouveau-nés prématurés, et les 2 ont besoin d'oxygène. J'ai fait comprendre à la maman que non, on n'a plus assez de place pour prendre l'enfant. S'il y a un qui est là. Elle dit que tu es moi seulement, il n'est pas plus. Elle se couche. J'ai déjà fait le tour de tous les hôpitaux, on me chasse partout. Ici, tu vas seulement soigner mon enfant. Il dit que la mère, je ne peux rien. Elle insiste, elle se couche là, elle pose l'enfant, qu'elle laisse alors l'enfant mourir. Je prends l'enfant, je mets dans la couveuse. Vous savez ce qu'il faisait toute la nuit? Je prenais l'oxygène, je mets sur un enfant, je regarde les 2. Dès que je me rends compte que l'enfant commence à être cyanosé, donc il perd l'oxygène, j'enlève, je mets sur celui-ci, j'observe. J'ai fait ça pendant toute la nuit. Et j'ai compris que ça ne peut pas marcher. Il faut trouver un autre moyen. Si c'est ça la médecine. Je n'ai pas envie de parler des travers de la médecine, des opérations fictives, des examens qu'on prescrit qui ne servent à rien parce qu'on veut avoir un peu d'argent sur les commissions, des médicaments qu'on donne qui ne servent à rien. Je vais laisser ça. Je me dis, ok, il faut que tu lances quelque chose. C'est là où je crée dans SOS Médecins Cameroun. Donc en réalité, c'est donc une grosse frustration, un gros échec qui me pousse à développer un projet entrepreneurial et à me lancer en entrepreneuriat. Et j'arrête de travailler dans les hôpitaux, je commence à consulter à domicile. L'avantage donc que j'avais, c'est que j'avais des compétences en informatique. J'avais des compétences en marketing. Je savais déjà comment sponsoriser. Nous sommes en 2015. J'avais un compte PayPal que mon petit frère avait créé aux États-Unis que j'utilisais pour sponsoriser en 2015. C'est comme ça que je sponsorisais, les gens me contactaient, je partais consulter, 10 000 en journée, 15 000 en soirée, et je gagnais de l'argent. Autre échec, numéro 5, c'est un conflit que j'ai avec mes associés. Parce qu'à un moment donné, le projet fonctionne très bien. Je reçois peut-être 30, 40, 50, 60 coups de fil par jour. Les gens m'écrivent de partout. Et je ne peux plus gérer seul. Je l'ai fait peut-être pendant 4 mois. Après, je trouve que non, c'est plus possible. Il faut que je trouve d'autres personnes avec qui je vais travailler. Et les personnes que je devais trouver, c'était qui? C'est les personnes que je connais. Et comme c'était dans le domaine médical, je me disais qu'il faut donc des personnes du corps médical. C'est comme ça que j'entre en contact avec des personnes avec qui j'ai fréquenté. On fait une réunion de travail au domicile de mes parents qui était à Etoudi. Je tiens à préciser que mes parents avaient un auberge à Etoudi, au dépôt de sable. Et comme ils étaient partis et qu'on avait mis la maison en location, du moins la maison familiale, quand je venais à Yaoundé, quand je ne voulais pas rester dans la petite chambre là, je partais rester à l'auberge. Et je dormais à l'auberge et j'écoutais beaucoup de gémissements la nuit. Parce que ma chambre était collée à une chambre à forte activité sexuelle. Forte activité sexuelle. Et je dormais seul la plupart des fois.
Et dormir était très pénible. Dormir était très pénible. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais dans une réunion ce jour-là, là-bas, je les invite, je leur présente le projet. Et puis, certains décident d'adhérer, on continue dans le projet ensemble. Sauf qu'après, on a un conflit au niveau de la vision. Ce sont de très bons médecins, excellents. Mais là, c'est l'entrepreneuriat, ce n'est pas la médecine. Moi, je suis quelqu'un qui aime, je suis radical. Par exemple, sur la part des SOS médecins, si vous partez sur la part des SOS médecins en 2015, je faisais des publications très, très clivantes sur le VIH-Sida. Parce que j'ai publié un livre même d'ailleurs dessus. Et eux, ça les choquait que, gars, comment tu peux dire des trucs comme ça? On peut nous assimiler, nous tous, on peut machin. Il faut dire ça sur ta part personnelle. Donc, j'avais des trucs très clivants, était tout trop radical. Et dans le domaine de la santé, étant donné que nous, on était maintenant tous réunis, ça leur faisait un peu peur. Après, je me suis dit, bon, ok, ils ont quand même raison. Parce que là, on s'éloigne un peu de la santé. Startup Academy commence à SOS Médecins. La première publication de Startup Academy, c'est sur la page de SOS Médecins. C'est parce qu'à un moment donné, il me dit, bon, ok, étant donné qu'on a déjà réussi à faire SOS Médecins, ça fait il y a plus d'1 an. Vous savez qu'on peut former les gens, puisque ce n'est pas compliqué. Donc, j'ai fait la première conférence Startup Academy au siège de SOS Médecins. C'était quand on était à la nouvelle route Bastos, ici, à côté, en bas, là, à l'immeuble Air France, 3e étage, toujours. Le bureau, là-bas, on squattait le bureau de mon grand frère qui faisait dans l'immobilier. Et les BTP. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je fais la première conférence là-bas gratuite, moi, quand ça intéresse les gens. Je fais comprendre à mes collaborateurs que c'est un bon projet, on peut continuer dans ça. Ils disent que, gars, ce n'est pas la médecine ce que tu es en train de faire là. Non, on fait la médecine, gars, c'est pas ça. Je dis, bon, ok, comme ça ne marche pas, je vais créer un autre projet où je vais pouvoir faire ça. C'est là où je crée la page Startup Academy. Et je crée ma page officielle, parce que je n'avais pas de page avant. Je trouvais qu'il fallait que j'ai une page où je développe donc, cette idéologie-là en plus de la page de Startup Academy. Donc, je crée ma page officielle de la page de Startup Academy. Donc, en réalité, cet échec m'a permis de développer d'autres projets, Startup Academy et tous les autres projets qui sont venus après. Alors, au niveau de l'échec 6, c'est concernant le VIH-Sida. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Médecins du Cameroun. C'est un groupe dans lequel il y a pratiquement tous les médecins et les étudiants en médecine du Cameroun. Pour intégrer ce groupe, il faudrait qu'il y ait au moins 2 membres du groupe qui valident que soit tu es étudiant en médecine, soit tu es médecin, avant qu'on t'intègre. Donc, j'étais dans ce groupe. Et comme j'avais des compétences en infographie, parce que voilà, Photoshop, j'utilise ça depuis peut-être la classe de 4e, un jour, je fais donc des recherches sur le VIH-Sida. Fais des recherches. Après, je dis que, mais attends, les trucs de VIH-Sida, c'est bizarre. Hein? Les informations ne sont pas très claires, même chez les scientifiques. Je fais une couverture donc, qui s'appelle « Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida ». Je mets mon nom, je mets tout. Je mets comme si c'est la couverture d'un livre. Et je publie donc ça dans le groupe de médecins du Cameroun. Avec un titre très choc là, un texte choc. Quand je publie donc ça dans le groupe, il y avait peut-être 250 commentaires. Les gens m'insultent. Que ça, c'est même quel cancre. Il a appris la médecine où? Il est spécialiste en quoi? Parce qu'il se lève, il bavarde, il raconte des bêtises. Quand j'ai regardé ça, je vois comment les gens insultent, les gens insultent. Dans ma tête, peut-être, s'il y avait 100 commentaires, peut-être 99 étaient des insultes. Je me dis que, mais attends, les scientifiques ne font plus la science. Puisque le principe d'un médecin, c'est un scientifique. Si quelqu'un dit quelque chose dans le domaine de la science qui ne correspond pas à ce en quoi tu crois ou ce que tu connais, en fait, tu dois donner des arguments scientifiques qui invalident ce qu'il dit. C'est même pas que tu dois dire qu'il est spécialisé en quoi, c'est un idiot, machin. Et quand je me rendais compte que même des spécialistes, des professeurs en médecine ne faisaient que m'insulter, je dis, mais attends, ça veut dire qu'il y a un problème dans le domaine scientifique, médical. Parce que la science naît de la contradiction. C'est quand ton interlocuteur dit non qu'on doit commencer à débattre. Pas en insultant, mais en donnant des arguments scientifiques, en donnant des références, en parlant des articles qu'on a lus, en parlant des livres, ou en prenant des cas cliniques de patients. Et moi, je voyais que les gens plongeaient dans l'insulte. J'ai dit, ok, quand vous m'insultez, je vais donc publier tout un livre réel dessus. Je me suis donc mis à écrire le livre que j'ai donc sorti. Je suis sorti de ce groupe et j'ai dit que ça ne sert à rien d'entrer dans un groupe où on ne peut pas débattre sur le plan scientifique. Les connaissances, là, ils vont partager ça avec le public. C'est là où je commence à publier ça sur la page des SOS médecins. Les patients écrivent vraiment, c'est incroyable ce que vous dites. Et quand quelqu'un vient commenter, je sais que c'est un médecin, je sens un commentaire terriblement scientifique. Et je dis, monsieur, répondez. Le peuple vous regarde. On n'est plus dans le groupe ici. Ici, le peuple est là. Dis ce que tu as dit concernant cet argument-ci. Si tu as raison, le peuple va voir que tu as raison. Et si tu réponds, je vais répondre et le peuple nous regarde.
Et les gens, maintenant, quand ils voyaient ça, ils partaient dans le groupe, dire, regardez la publication, si il est insolent, il fait ceci, c'est un danger pour le pays. Le danger n'a pas encore commencé. Hein. Ce sera un danger pour longtemps, ces gars. Et effectivement, c'est ça que je faisais. Donc, c'est une frustration qui m'a poussé à publier ce livre. Et après, me dire que, mais attends, je peux publier même d'autres livres. Comme ça que j'ai publié 7 livres jusqu'à ce jour. Alors, donc c'est un échec qui m'a permis de me lancer dans l'écriture et voilà, de commencer à écrire des articles concernant le VIH-Sida. Alors, l'échec 7, c'est en 2018. Alors, jusque-là, je développe Startup Academy, on avance, on fait des projets, des conférences. On ouvre le premier siège de Startup Academy à Douala, ensuite un siège à Yaoundé, en 2017, etc. On se développe. En 2018, notamment au mois de novembre, je me dis qu'il faut qu'on passe à un autre palier. Il faut qu'on commence à faire en sorte que les gens investissent dans les projets qu'on fait afin de pouvoir les développer à une autre échelle. Donc, en 2018, donc, je contacte des personnes qui sont membres de Startup Academy. Je leur dis, voilà un projet, c'est dans le domaine de la cosmétique. Je leur dis, voilà une formation qu'on va organiser. Vous mettez l'argent, on organise la formation. Après, on se partage les dividendes. Et puis, les gens sont d'accord. Les gens investissent pratiquement 20 millions. Et on lance la formation. La formation est un cataclysme. Ça veut dire que ce qu'on génère à la fin n'atteint même pas la moitié du montant investi. Je me retrouve dans des problèmes indescriptibles. Indescriptibles. Donc, comme on dit, lis-le là. Cette heure, je l'ai lu. Cette fois, sur le savon, parce qu'on parle de la cosmétique. Mais prenez les savons et lisez-le sur le savon. Il est 11h30. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le tour de beaucoup de commissariats, la PJ, des commissaires qui venaient régulièrement, des huissiers de justice. En fait, tout ce corps de métier-là, je les ai côtoyés pendant la cellule, tellement de choses. Tellement de choses. Ça a été une période noire. Toute l'année 2019, je ne vivais que ça. Et ce que je disais, c'est que, bon, ok, je vais organiser une autre afin de faire en sorte que le problème soit résolu et que je vous donne l'argent que je vous dois. J'organise une deuxième, elle est pire que la première. Et la deuxième même était encore plus grave. Pourquoi? Parce que j'avais augmenté le prix de la formation. La formation avant coûtait 250 000. Bon, quand je dis par exemple que c'était pire que la première, c'était du sens où ce n'est pas qu'on ne gagne pas d'argent, hein, juste que l'argent qu'on a gagné est inférieur à ce qu'il faut. Tu vois, c'est genre, on a besoin peut-être de 50 millions, mais on a gagné peut-être 30. Tu vois, c'est de l'argent, mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'il faut. La deuxième, j'augmente le prix. On quitte de 250 000, je mets 500 000, 750 000 et 1 million. Ce qui fait que ça réduit d'abord pratiquement du quart le nombre de participants. Et ce que je ne savais pas, c'est que quand quelqu'un paye cher pour une formation, il devient plus exigeant. Ça, je ne savais pas avant. Ce qui fait que, moi, je croyais qu'on devait tout faire la formation comme avant. Je prends des gens que je connais, ils viennent, ils donnent des modules. Moi-même, je donne certains. Mes modules, nickel. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Les autres modules, les gens se plaignaient. Chaque module, les gens se plaignaient, ils se plaignaient. Ils sont plaints jusqu'à un moment donné. Première personne qui a payé 750 me dit, je vais te rembourser. Je ne suis pas satisfait. J'ai essayé de la convaincre n'importe comment. Elle dit non. C'était des femmes principalement. Je rembourse la première. Elle dit qu'elle veut être remboursée intégralement. Je la rembourse. Après 2 semaines de formation. Après, ça continue. Une deuxième, je vais être remboursé. Une troisième, quatrième. Il y a 6 qui ont demandé des remboursements. Et le minimum, c'était 750 000 qu'il fallait payer. Déjà que le nombre de participants était inférieur à ce qu'on voulait. Et on avait déjà dépensé l'argent pour acheter les intrants, louer la salle, etc. Maintenant, il fallait rembourser aux gens qui sont insatisfaits. Sans compter les gens qu'il faut rembourser à la fin de la formation. Et là, c'est mal terminé. Très, très mal. Très, 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 très mal. C'était une période triste, noire, douloureuse de ma vie. Je me rappelle le jour où Anne-Marie, qui était assistante à Startup Academy à ce moment, m'appelle et me dit qu'il y a la police au siège. Ils veulent tout arrêter, ils veulent tout prendre ici. Il dit qu'ils prennent seulement. Ils vont seulement prendre et on va faire comment. Après, je décide d'organiser. Et chaque édition, je réussissais à rembourser quelques-uns. Après, il en restait pratiquement 9. Je décide encore d'organiser une nouvelle édition. Fin 2019. Je leur dis en début 2020, j'organise la dernière édition. Je vous solde, c'est fini, vraiment. Soyez encore patients. Ils disent, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que je ne savais pas que il devait avoir la Covid. Parce qu'on est en fin 2019.
En Chine, on dit qu'il y a une maladie là, les gens tombent. La Chine, là, ils dérangent, on tourne les maladies tout le temps. Après, on dit que la France, il y a 2 cas, 3 cas. Bon, la France, 6000 km, même pas, ça ne nous concerne pas. Oh, l'Italie, oh, l'Algérie, l'Égypte, machin. Le truc là, c'est quoi comme ça? Il se propage partout. Quand on dit qu'il y a eu le premier cas au Cameroun, il dit que l'affaire, c'est bon, après, bon, c'est pas grave, c'est une petite crise sanitaire, ça va finir. Moi, je suis en train de programmer ma formation. Il sait qu'il fait ma formation, ça finit. Il rembourse des gens, ça finit. On dit confinement. Dans les autres pays d'abord. Après, chez nous, on dit, bon, ok, événement d'abord, on arrête. Plus d'événements, il y a plus de 50 personnes. Sauf que dans ma stratégie, il fallait faire des événements. Je ne peux plus faire d'événements, je ne peux plus faire de formation. Je ne peux plus rien faire. Et comme si ça ne se faisait pas en février, il perd ma mère, qui meurt par empoisonnement. Et là, c'est un double poignard. Là, il ne peut plus rien faire et je suis dans le deuil. Et on ne peut même pas faire le deuil, parce qu'on ne peut pas enterrer. Puisque c'est interdit. On dit, ok. Entre-temps, quelqu'un t'appelle. Allô, Claudel? Oh oui, j'ai appris pour la maman. Hein. Oh, vraiment, mes condoléances, mes condoléances. Ouais. Le programme, c'est dispo? Ok, ok. Et pour l'argent, là, alors, ça se passe comment? Il dit que pour l'argent, ok. Il dit que gars, on va se battre. Il dit que non, il faut te battre, il faut te battre. Il s'en fout de ton deuil. C'est ça que vous devez comprendre. Quand vous avez deuil, c'est pour vous, c'est pas pour le peuple. Tu dis que tu as deuil, oui, mais on veut notre argent. Et comme mon père vivait avec ma mère depuis plus de 50 ans, il était tout seul. J'étais obligé de laisser le chez moi pour aller vivre avec lui. Donc on vivait deux. Pendant toute cette période-là, on a tous eu la Covid. Et puis on était là à la maison, on résistait. On attendait que la mort vienne nous trouver. Oui, les envies de suicide jusqu'à y essayer, je l'ai fait. Oui, parce que je me disais, bon, peut-être si tu meurs, ce sera plus simple. Et un jour, je reste là, je me dis, bon, je continuais toujours de faire mes posts en ligne, normalement, mais je me rendais compte que l'audience avait augmenté en ligne. Donc, quand je faisais des posts, il y avait beaucoup plus de gens qui réagissaient. Je ne savais pas trop pourquoi. Je postais, les gens réagissaient. Après, comme je suis un peu un maniaque des données, parce que j'ai au moins 10 disques durs externes, au moins, et chacun a un minimum de Tera. Donc, je suis un maniaque des données. Si on a causé ensemble il y a 10 ans, il faut savoir que j'ai trouvé ce message quelque part. Donc, je regardais dans mes disques, je me rends compte que j'ai beaucoup de vidéos dans mes disques, et même des formations vidéo enregistrées et tout. J'ai dit que, mais attends, on peut vendre des vidéos aussi. Ça fait quoi dans ma machine? On a filmé, on n'a jamais publié, c'est là. Ce sont même des formations complètes et tout. Je vais essayer, on ne perd jamais, on ne perd rien. Donc, j'achète un espace dans le drive, je mets une formation en ligne qui s'appelle « 1 mois pour devenir mon propre patron ». Je mets ça dans un drive. Je dis, bon, je vais communiquer, je vais prendre quelques extraits, puisque j'ai des compétences en édition vidéo aussi, donc on n'a pas besoin de déléguer à quelqu'un. J'ouvre Premiere Pro, je commence à faire quelques montages, je poste en ligne. À la fin, je dis, si vous voulez la formation complète, c'est 50 000. Vous payez par Orange Money ou Mobile Money, machin et tout. Ou par PayPal, j'avais un ami qui avait un PayPal. Et puis quand quelqu'un, je me disais, si quelqu'un paye, je lui donne juste les accès dans le drive, c'est tout. Je commence à communiquer. Première personne paye. Deuxième paye. Troisième paye. 10e paye. 20e paye. Il dit, hey, en fait, c'est... On peut voir comme ça que ça marche. Hein? Après, j'ai dit, bon, je vais tester avec une deuxième. Formation cosmétique qui est tout dans ma machine. Parce que j'avais fait enregistrer la formation en question en vidéo. J'avais tout fait enregistrer en vidéo. Et j'avais ça dans la machine, on n'avait jamais publié, c'était là. J'ai dit que je vais essayer avec la formation vidéo. 50 000 toujours. Quand tu es de la diaspora, 100 €. Un paiement, 5 paiements, 10 paiements, 20 paiements. J'ai dit, hey, ça marche. Je commence donc à mettre les autres, je commence à mettre les autres. Donc, ce qui fait en sorte que, c'est une période de pratiquement 4 mois, j'ai vendu des formations vidéo de plus de 35 millions. Ça m'a permis de solder toutes ces dettes-là. Et d'ailleurs, c'est ça qui a été à l'origine du projet Startup Training. Parce que je me suis dit, bah, attends, il faut donc qu'on industrialise ça réellement. On a lancé un projet qui s'appelait Startup Training, où on a eu plus de 100 millions. On a fait un chiffre d'affaires de pratiquement 115 millions en 6 mois. Après, on a décidé de transformer Startup Training en Startup Group. Startup Group, c'est l'ancêtre, j'ai envie de dire, c'est l'enfant de Startup Training. Parce que c'est dans Startup Training,
qu'on a donc créé les départements. Et après, on les a donc scindés en des filiales. Et on a appelé le grand ensemble Startup Group. Donc, quand vous voyez Startup Group là, ou sur le totem en bas, en fait, ça vient de Startup Training, qui vient des formations vidéo que je vendais en ligne. Donc, voilà donc un échec qui a entraîné beaucoup de vertus, la créativité, la diversification des secteurs d'activité et même des opportunités encore plus grandes. Alors, au niveau de l'échec 8, bon, j'ai déjà parlé du décès, ça c'est déjà fait. Et voilà, la vente des formations en ligne. Le coffret VIP même, est-ce que vous connaissez le coffret VIP? Oui, le coffret VIP a été développé pendant Startup Training. Parce qu'on vendait tellement de formations vidéo, parce que les gens achetaient de partout à travers le monde. Sauf que les gens rencontraient des problèmes pour télécharger. Puisqu'il y a des vidéos qui pesaient 10 gigas, 7 gigas. Donc il y a des gens qui achetaient, mais quand ils voulaient télécharger, ils n'y arrivaient pas. Après, j'ai réfléchi que qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas mettre ces formations dans une clé et puis on leur vend la clé? Mais la clé, ce sera trop simple, ça n'aura pas une plus-value performante. Donc j'ai réfléchi à un coffret, j'ai vu quelques menus, on a fait des tests, ça ne donnait pas, on a retesté, jusqu'on a fait le coffret tel qu'il est actuellement avec la clé brandée et tout. Après, je me suis dit, ok, on va mettre un ensemble de formations importantes à l'intérieur et on va vendre le coffret à 130 000. Et pour ceux qui sont au Cameroun, à 100 000. Donc aujourd'hui, on a vendu ce coffret à plus de 30 millions. 30 millions en un an. Donc, ça, c'est le coffret VIP. Donc, il y a beaucoup de produits qu'on a développés comme ça par rapport à des contraintes qu'on rencontrait par rapport à certaines difficultés. Alors, autre échec numéro 9. Bon, ça, c'est une erreur. C'est pas bien écrit. Bon, j'ai déjà expliqué Startup Training, coffret VIP, Startup Group. Voilà, erreur numéro 10. C'était le fait que, échec numéro 10, il y a beaucoup de problèmes que j'ai rencontrés avec des entreprises qui me sollicitaient. Il y a des entreprises qui me sollicitaient pour des prestations, notamment les multinationales, mais sauf qu'ils n'avaient pas d'entreprise. On était Startup Academy, c'était une association, on n'avait pas de documents légaux sur le plan du registre de commerce, etc. On n'avait juste que notre récépissé. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'acceptaient donc pas ça. Donc j'étais obligé de passer parfois par certaines entreprises afin de pouvoir gérer certains contrats et ce n'était pas crédible pour certaines de ces multinationales. Donc j'ai fait comme ça des prestations avec certaines entreprises comme MTN. Et après, à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on passe à un autre palier. Il faut vraiment qu'on passe à un autre niveau pour que ces entreprises-là nous prennent plus au sérieux. Et c'est là où on s'est dit, ce qu'on faisait avant, c'est bien, mais il faut maintenant qu'on fasse quelque chose qui soit à un niveau un peu plus élevé. Donc cet échec-là, c'est ça qui pousse donc maintenant à développer NSC. Donc NSC, c'est dans le but de pouvoir résoudre cette problématique-là. On s'est dit, OK, on va commencer un test à Yaoundé, qui est dans NSC Yaoundé. Dans 12 mois exactement, c'est-à-dire en septembre 2022, on va ouvrir NSC à Douala. Et puis, après le NSC de Douala, on va analyser son business model pendant 12 mois. Et ça va nous faire 24 mois d'expérience de NSC, 12 mois à Yaoundé, 12 mois à Douala, avant de commencer à construire la première ville NSC. Je parle bien de ville, pas de supermarché ou pas d'immeuble. Donc voilà un peu globalement. Je pourrais citer tellement d'échecs, ça prendrait trop de temps parce qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé de répertorier vraiment les plus importants. Mais en réalité, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de tous ces échecs. Ce n'est pas parce que je suis plus brillant que quelqu'un ici. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent. Ce n'est pas parce que j'ai lu un livre qui n'est pas accessible à vous. Ce n'est pas parce que j'ai mis ma main quelque part. Et quand les gens me disent que tu as trempé, je dis que non, je nage. Je ne trempe même pas sans main. Tremper, c'est trop petit. Je nage déjà. Je suis dans la mer. Et ce que je veux qu'on retienne de tout ça, ce ne sont pas les réalisations, ce sont les échecs. Parce que s'il n'y avait pas eu ces échecs, je serais quelqu'un de bien plus médiocre. Parce que j'aurais fait la même chose depuis. Et je n'aurais rien produit d'important. Parfois, les gens ont peur de se lancer par peur de commettre des erreurs ou alors d'avoir des échecs. Non, vous devez rechercher l'échec. Je ne suis pas en train de dire que vous devez faire des choses pour échouer. Ce n'est pas ce que je dis. Mais l'échec ne doit pas être une crainte. Vous devez vous dire, je fais ce qu'il y a à faire, je prends toutes les précautions nécessaires. Si ça ne fonctionne pas, je trouve le moyen de me relever. Ça, on a vu comment se relever de l'échec l'autre jour. Et après, je vais sortir de là avec de nouvelles connaissances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un événement, on filme toujours. C'est un réflexe. C'est devenu un réflexe. Quand on fait un événement, il faut absolument qu'on filme. Parce qu'on sait ce qu'on va faire de la vidéo. Cet événement va s'arrêter dans quelques minutes. Mais la vidéo sera éternelle. La vidéo pourra être vue par quelqu'un qui est au Japon, qui est en Thaïlande, qui est en Chine,
On pourra la sous-titrer, on pourra la doubler avec Perfect English. On pourra en faire des choses extraordinaires. On pourra produire du contenu avec des extraits coupés. Ça pourra inspirer à faire une meilleure vidéo sur le même contenu ultérieurement. Si je dois développer ce thème une deuxième fois, une autre fois, ça ne sera pas la même chose que j'ai dit ici, ça sera amélioratif par rapport à la vidéo. Donc vous voyez que ça a développé en moi des réflexes. Et ces réflexes-là poussent. Peut-être j'ai même oublié un échec, c'est sur mesure. Parce que sur mesure, qu'est-ce qui me fait développer sur mesure? Un, quand je suis à l'internat, je me rends compte que tout le monde est jet-setter, tout le monde s'habille bien, tout le monde est montré qu'il est fringué et tout. Et je ne veux pas être le dernier. Donc j'essaie aussi de faire la même chose. C'est pour ça qu'à l'internat, on m'appelait Douk Saga. Oui, on m'appelait Douk Saga à l'internat. Quand Douk Saga est mort, il pleurait. Alors ce qui se passe donc, c'est que quand je finis et que je commence l'entrepreneuriat, je fais des conférences, je me rends compte que, mais attends, quand il fait des conférences, il y a 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Il faut que je porte un habit qui a ma marque. Parce que s'il y a même ma marque sur mon habit, surtout que chaque fois qu'il faisait les conférences, les gens me demandaient, l'habit, si tu as eu ça où, comment faire pour avoir le même? Quand il partait maintenant à la brique, il dit qu'écrit sur mesure, by Claudel Numbi, c'est ma marque des hommes. Après, c'était trop long, on a réduit ça en S&M. Après, les gens me demandaient, vous avez aussi les vêtements femmes? Je dis, mais comment on peut faire les vêtements hommes, on ne veut pas femmes? On fait tout. Enfants, on fait. Après, les gens me demandaient, est-ce qu'on fait les chaussures? Je dis, mais bien évidemment. Les accessoires, mais bien sûr. Après, ils partaient juste de chercher un artisan qui peut faire, on fait le deal. Et un jour, quand on a ouvert le premier set de Startup Academy à Douala, à Ancien Number One, j'ai fait des t-shirts que j'ai floqués sur mesure. Et derrière, j'ai vendu mon lit. Je me suis filmé avec le t-shirt avec Cédric Njako, Douglas Com, Ulrich Nguegan. Et on s'est filmé donc avec ça au siège. On a posté en ligne. Et quand je postais en ligne, je mettais sur mesure une marque qui va révolutionner l'industrie africaine du textile. Les gens m'ont insulté. Aïe. On dit que les gens, ils prennent les t-shirts, ils floquent. Ils disent que c'est une marque. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Il faut qu'on crée dans une vraie marque pour leur montrer que c'est pas l'amusement. C'est là où j'ai commencé à travailler avec des stylistes, concevoir des modèles, dessiner des modèles, réaliser des vêtements hommes, des vêtements femmes, dessiner des chaussures, les réaliser, les accessoires, les sacs, faire un catalogue, prendre des shootings, faire des shootings. Aujourd'hui, j'ai dépensé près de 50 millions juste pour les photos. Faire des shootings photos, des catalogues, faire des trucs professionnels, créer la page, faire des trucs. Et quand j'ai fini de le faire, et que je voyais comment les gens commençaient déjà à apprécier un peu, je dis ok, ça veut dire que les gens comprennent que c'est la marque vraie. Et puis l'amusement. C'est ça que j'aime toujours dire à sur mesure, on ne vend pas les habits, on ne vend pas les chaussures, on ne vend pas les sacs, on vend une marque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent que Claude, j'ai fait mon habit là, est-ce qu'il peut broder sur mesure dessus? Je dis, mais brode non mon frère. Est-ce que non, on vend les habits? Quand tu mets sur mesure dessus, ça développe la visibilité de la marque, la notoriété. Et ça te transfère aussi la notoriété de la marque pour ton business. Comme j'ai un ami qui vend les terrains, il me dit qu'un jour, il s'est habillé en sur mesure, il allait voir un client. Le client a reconnu le vêtement sur lui en disant que hey, c'est le truc du doc. Il dit que ça a facilité la vente de son terrain. Et depuis ce jour, il commande les vêtements sur mesure chaque mois. Je n'ai pas besoin de savoir que les vêtements qu'il a commandés là, je gagne combien. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la marque. Moi-même, je peux témoigner qu'un jour, c'était à l'inauguration en fait. À l'inauguration du siège, je suis allé à la boulangerie pour acheter le gâteau. Dès que je garde la voiture, et ça m'a vraiment marqué parce que c'est le gars qui gère le parking. Il me dit, ah, vous êtes bien habillé, vous êtes sur mesure. Je n'ai pas d'abord capté tout à l'heure. Après, quand je reçois, je dis vraiment, la marque sur mesure, c'est une marque qui me blase. Ça veut dire que, hey, le gars qui gère le parking, il connaît sur mesure. C'est une marque qui me blase. Moi aussi, j'aimerais ça. Donc, petit dépannage. Effectivement. Ça m'a marqué. Effectivement, je me rappelle quand on était en Côte d'Ivoire la deuxième fois, quand nous sommes allés pratiquement 10 pour le CIFA, quand on rentrait, on était à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, il y avait donc Daddy, il était habillé en sur mesure. Il entre donc avant nous, puisqu'on était en train de faire les checkpoints à l'entrée, il entre avant nous. Et quand il entre, il y a quelqu'un qui l'interpelle. Que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous êtes en sur-mesure là, vous avez eu ça où? C'est le sur-mesure du docteur Claudel. Il dit que oui, il est même là derrière. Quand je viens dans le gars court, il nous embrasse que vraiment machette. Il dit que ok, ça veut dire que la stratégie marche. Oui, parce que fatalement, c'est quoi? Quand moi je fais mes vidéos, je suis en sur-mesure. Maintenant, quand en une année, il y a 40 millions de vues, 50 millions de vues, ça veut dire que 50 millions de vues sur mesure. Ça veut dire que même s'ils n'achètent pas, ça imprime sur mesure dans leur tête inconsciemment. On n'a pas besoin de vendre pour que les gens connaissent la marque. Et aujourd'hui, on est en train de construire l'usine sur mesure. Et ça part des frustrations.
ça part des échecs, ça part des difficultés, ça part des clashs, ça part des tontines que tu bouffes en ligne. On t'insulte de partout. Après, tu te remets en question que, mais attends, ce qu'il fait, c'est mauvais ou c'est que c'est... Ils ont raison. Après, tu te remets en question, tu es toujours dans une démarche améliorative. Parce qu'en fait, il y a ces clashs. C'est pour ça que je dis que ne soyez pas contre les gens qui insultent les entrepreneurs. C'est bien. Il faut qu'il y ait des gens qui critiquent ce qu'on fait. C'est important. Sinon, on va devenir tous médiocres. Il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent, qui tirent sur nous tout le temps, régulièrement. Et arrêtez de dire qu'ils sont aigris, ne nous aiment pas. Non. Utilise ça comme une pierre qu'on te lance pour construire ton empire de pierre. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas des gens qui tirent sur toi, tu vas devenir médiocre. Très vite. Il faut qu'il y ait des gens qui trouvent toujours des manquements par rapport à ce que tu fais. C'est comme ça qu'on s'améliore. Mais nous sommes dans un environnement où on a l'impression que ce sont des jaloux. Non, ce ne sont pas des jaloux. Maintenant, il ne faudrait pas qu'au quotidien, tu restes voir ce qu'on dit sur toi en mal. Ça ne sert à rien. Ça, c'est une perte de temps. Si on te dit que quelqu'un a dit ça par rapport à ton activité, il dit que tu es un arnaqueur, machin, tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu trouves le moyen d'améliorer ce que tu fais. Tu trouves le moyen de mieux faire. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un jour, il y a une vidéo de Paul Focam qu'on a postée en ligne. Je regardais les commentaires, quelqu'un a dit, le banquier, c'est un bandit. Hey. Ça m'a un peu fait... J'ai un peu tremblé. Et j'ai dit, hey, Paul Focam, avec tout ce qu'il a réalisé là, palpable, ça veut dire que tu passes en route. Tu vois, Avalanche First Banquier là, tu vois, CCEI, c'est ça non? CCIC. CCEI. Tu vois CCEI qui est là. Tu vois les usines qu'il a mis sur pied. Citracel, le papier hygiénique qu'on a, c'est lui. Vox Africa, la chaîne qui est... C'est palpable. Tu vois Aphrodite qui est sa maison d'édition. Tu vois ses livres qui sont sur le marché. Il est milliardaire. Il a ses maisons partout. Mais quelqu'un dit que c'est un bandit ou c'est un arnaqueur. Ça veut dire que pour toi, ça ne va jamais finir. Jamais. Ça veut dire que tu ne dois pas t'intéresser à ça jusqu'à ce que ça devienne un sujet qui te crispe jusqu'à ce que tu arrêtes d'avancer. Non. Au contraire, il faut que tu te dises, je dois faire un peu plus pour prouver. En fait, ça te permet de t'améliorer. Même si conduit et dit que tu es un bandit, en fait, tu es en train de t'améliorer. Il faut juste que tu te poses la question, est-ce que je suis meilleur que la version que j'étais hier? Si c'est le cas, ça va. Tu progresses. Et eux, ils t'aident à progresser un peu plus, à avoir des projets un peu plus fous. Parce que quand tu vas faire quelque chose, ils vont dire, ma fiche de camp, Startup Group, c'est quoi? Vous êtes là, vous baladez en ligne, vous faites des chocolats, 5 chocolats, vous vendez partout, vous baladez. Quand il dit ça, tu dis, mais ça veut dire que jusqu'à présent, il n'est pas convaincu. Il faut qu'on mette sur pied une usine où on produit même 1000 par jour. Quand tu vas produire 1000 par jour, ma fiche de camp, les gens vont dans l'espace. Vous êtes là, vous faites les chocolats, vous baladez partout, vous bavardez. Quand il dit ça, tu te dis, attends, c'est que peut-être il faut aller dans l'espace. Tu dis, Startup Space, il faut qu'on lance quelque chose dans l'espace. Et c'est sûr que quand on va lancer un satellite dans l'espace, peut-être dans 2-3 ans, et ma fiche le camp. Les gens lancent des choses dans l'espace depuis les années 50. Vous venez en 2022, vous lancez un truc, vous bavardez. Tu vois, sauf que lui, il est en train de bavarder, toi, tu es en train de lancer le satellite. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est important. Donc, il est utile pour que tu réussisses à lancer le satellite. Il est utile pour que tu réussisses à gagner plus d'argent. Il dit, ma fiche de camp, ils font les conférences, ils bavardent. Quand la conférence finit, il prend la moto. Il n'a pas d'argent, il dit la liberté financière. Quand il dit ça, tu dis, ah, ok. Ça veut dire qu'il me faut la voiture. Tu te bats, tu essaies de gagner plus d'argent. Tu achètes ta voiture. Ma fiche de camp. La voiture, les voitures qu'on vend à la casse là. Il achète la voiture à 200 000, ça en panne tout le temps, il bavarde tout le temps. Tu dis, ok, un jour, il faut que j'achète une voiture neuve. Un jour. On fiche le camp. Tu es là en location à Monté-Koningui. Tu es là, tu racontes chaque jour que devenir riche. Tu comprends qu'il te faut acheter le terrain et construire ta maison. Tu vois comment ça te permet de t'améliorer. Ça te permet d'avoir des objectifs toujours plus grands. Et imagine-toi qu'eux, ils disparaissent tous et personne ne parle plus. Ou tout le monde dit seulement, c'est magnifique. Tu es en danger. Si tout le monde dit que c'est magnifique, tu es en danger. Imagine-toi que tu as une unité de production, tu produis 7 paquets de chips par jour. Tout le peuple s'élève pour dire, waouh, magnifique. C'est extraordinaire. On fait un documentaire, on fait un reportage sur toi. Fais 7 paquets de chips par jour. C'est que tu es fini. C'est que la semaine qui suit, c'est 2 paquets. Et après, il n'y aura plus de paquets.
Parce que tu seras tellement occupé à aller dans les télés, dans les médias, faire des publications, montrer comment tu gagnes déjà plus d'argent que tu ne vas même plus travailler. Il faut des gens qui tirent. Oui, il faut. Donc moi, je voudrais qu'on remercie les gens qui insultent les entrepreneurs ou qui vous insultent chaque jour. Il faut les remercier. Il faut tout faire pour qu'ils ne disparaissent pas. Tout faire. S'ils disparaissent, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Mais ne vous concentrez pas à écouter ce qu'ils disent aussi. Ça vous perd du temps. Écoutez ce qu'il faut écouter, améliorez ce que vous pouvez améliorer. Le reste, faites ce que votre cœur vous dit de faire. Le reste n'est pas important. Donc voilà ainsi globalement présenter les échecs ou plus globalement les vertus de l'échec. Et moi, je vous recommande de faire cet exercice vous-même. Essayez de lister vos échecs, les difficultés que vous avez rencontrées. Et surtout, concentrez-vous sur les vertus. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment faire pour développer ces vertus-là? N'ayez plus peur de l'échec, mais ne vous lancez pas pour rechercher l'échec. Lancez-vous en préparant tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais prévoyez que l'échec peut survenir. Et si ça survient, sachez vous relever de l'échec et sachez tirer les vertus de cet échec-là. C'est pour ça que j'ai voulu développer cette thématique, les vertus de l'échec, afin que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas avoir peur de l'échec. L'échec ne doit pas être votre ennemi, au contraire. C'est l'accumulation des échecs qui construisent et qui bâtissent la réussite. Donc j'espère que ma minuscule expérience vous a permis de comprendre à quel point l'échec est important et que désormais vous n'allez plus prendre l'échec avec peur ou avec mépris. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'ai une question. Bon, déjà, merci pour ce témoignage édifiant parce qu'on se rend compte qu'il faut vraiment y aller, il faut vraiment remonter, à faire sortir la tête de l'eau à chaque fois. Mais maintenant, je veux savoir, l'année 2019 qui a été une année vraiment tumultueuse, comment on fait pour... Parce qu'il y a eu 3 formations en cosmétique, il fallait rembourser les gens à chaque fois. Il y a eu le décès de la maman et il y a eu la Covid qui est arrivée. Ça se passe comment? Parce que là, on est en dessous du niveau 0. Oui, bien en dessous. Et comment on fait? Parce qu'il y a d'aucuns auraient déjà déprimé, peut-être même se tirer une balle ou bien prendre les médicaments, je ne sais pas. À ce moment, comment on fait pour... Je ne sais même pas comment dire. Non, je comprends ta question qui est difficile à exprimer parce qu'en réalité, moi j'ai fait 2 burn-out. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me demande de travailler un peu plus, je lui dis que tu n'as pas encore vécu ce que j'ai vécu, sinon tu ne dirais pas ça. Moi j'ai fait 3 mois où je ne marchais pas. Quand j'essayais de réfléchir, c'est comme si on frappait le marteau dans ma tête. J'avais des douleurs musculaires généralisées. Je n'arrivais même pas à manger. C'est à peine si je buvais de l'eau pendant 3 mois. Ça veut dire que tu as atteint un niveau de dépression qui est tellement élevé que le cerveau lâche totalement. Pendant cette période, j'ai envie de dire que ce qui m'a aidé, parce que voilà, j'ai dit que j'ai eu des envies de suicide, j'ai même essayé. Donc, quand je vois quelqu'un dire « Je ne peux jamais me suicider, la vie est belle !» Je dis que mon frère, il y a des trucs que tu n'as pas encore vécu. C'est pour ça que tu dis ça. En fait, j'aime dire que tout le monde est un criminel ambulant. Il suffit juste qu'on te mette dans les conditions pour que tu deviennes un criminel. Criminel soit de ta propre vie, soit de la vie de quelqu'un d'autre. C'est juste parce qu'on ne t'a pas encore mis dans les conditions réunies. C'est pour ça que tu dis que c'est impossible. Il faut éviter de dire que c'est impossible. Moi, je me suis retrouvé dans ce type de situation pour dire que je ne suis pas un super-héros. Comment j'ai fait pour m'en sortir? D'une part, j'ai envie de dire que je ne sais pas. Et d'autre part, j'ai envie de dire, peut-être progressivement, je me suis préparé même inconsciemment. Parce que je tiens à te préciser que si je m'asseyais et je mettais les genoux au sol pour dire Seigneur, c'est que peut-être je suis à mort. Là, je peux t'assurer que si, pour sortir de là et prier, c'est que c'est fini. Parce que chaque jour, je réfléchissais comment je vais faire pour rembourser ces gens. Chaque jour, je réfléchissais et j'essayais des choses. Et je testais des choses pour dire, bon, ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus marcher. Ça, comment on peut faire? J'essaye, ça ne fonctionne pas. J'essaye.
Je savais que ma réussite ou alors sortir de là ne dépendra que de moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me sauver. Donc je n'ai même pas à un moment appelé un oncle qui aide-moi après moi. Non, je n'appelais personne. Je savais que ça ne sert à rien. Je devais me battre moi-même pour sortir de là. Et je devais donc puiser dans quoi? Dans mon expérience passée, dans mes recherches actuelles, dans les connaissances que j'ai qui peuvent m'apporter des savoir-faire par rapport à ce que je suis en train de vouloir faire. Dans l'expérience des autres, parce qu'aujourd'hui on a Internet. C'est de ça que je me basais. Parce que si à ce moment donné, je mettais les genoux au sol, que vraiment Seigneur, je suis tout endetté, ma mère est morte, c'est que je me suis suicidé certainement. C'est que la pression devait être tellement forte, puisque tu te rends compte que les gens s'en foutent de ce que tu vis. Et c'est traumatisant de te rendre compte que même les gens qui sont proches de toi s'en foutent. S'en foutent royalement, même de la chose la plus grave qui puisse t'arriver. Donc du coup, je ne peux pas dire que j'ai eu la solution miracle qui m'a sauvé. Non. Je ne peux pas dire ça. C'est pour ça que je suis tenté de dire que je ne sais pas. Mais je suis aussi tenté de dire que je me suis préparé aussi pendant longtemps. J'ai développé des connaissances pendant longtemps. Si je n'avais pas ces vidéos dans ma machine de formation, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait. Ça veut dire que je préparais quand même ces vidéos. Je ne savais pas à quoi ça devait me servir après, mais je faisais. Comme cette vidéo, à quoi ça va servir demain, je ne sais pas. Est-ce qu'on va la vendre? Je ne sais pas. Si on la vend, combien de personnes vont l'acheter? Je ne sais pas. Mais je fais quand même. Ça veut dire qu'il y a une préparation avant. Qui se dit, bon, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais je fais quand même. À cette époque, j'avais énormément de vidéos. J'avais une page quand même qui avait plus de 150 000 abonnés. Et qui est passée aujourd'hui à plus de 400 000. Et pendant cette période, j'ai eu pratiquement 200 000 abonnés. C'est parce que je travaillais déjà dessus. C'est parce qu'il y avait la part de Startup Academy. C'est parce qu'il y avait la chaîne YouTube de Startup Academy sur laquelle on travaille depuis des années. C'est parce que j'avais une crédibilité que j'avais développée avec le temps. C'est parce que j'avais des bases de données où j'ai des milliers de personnes qui ont assisté à mes événements. C'est parce que j'ai mes numéros WhatsApp, et que ce soit MTN et Orange, où il y a des milliers de personnes qui ont mon numéro, qui m'écrivent au quotidien. Donc en fait, c'est ce faisceau d'événements-là et d'éléments que j'avais qui ont permis à ce qu'une petite innovation et une petite créativité me permettent de mettre tous ensemble et de gagner beaucoup d'argent. Il y a un autre moment même, je faisais ce qu'on appelle des chroniques sur mes statuts WhatsApp. J'ai arrêté de faire ça parce que WhatsApp a commencé à bugger. Ça veut dire, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des publications sur Internet. J'avais créé un algorithme qui permettait de convertir les informations des personnes qui remplissaient les fichiers sur Google Sheet en un fichier qui s'appelle V4 pour que ça s'enregistre dans mon téléphone comme contact et que les personnes en question puissent directement voir mes statuts. C'est pour ça que je disais à ces personnes d'enregistrer mon numéro et l'algorithme me permettait d'enregistrer des milliers de numéros en même temps sans avoir besoin d'enregistrer un par un. Ça devait être trop pénible. Ce qui fait que pendant cette période, quand je faisais un statut sur WhatsApp, il y a 3000 personnes qui voyaient 4000 sur WhatsApp. Ce qui fait donc en sorte que chaque matin, je faisais ce qu'on appelait les chroniques entrepreneuriales. Et à la fin des chroniques, en général, je mettais une formation vidéo. Je dis que ok, cette formation jusqu'à 23h59, vous pouvez l'avoir à 10 000. Rien qu'avec WhatsApp, j'ai gagné peut-être 15 millions. Uniquement pendant cette période, uniquement avec les statuts. Mais si j'ai réussi à le faire, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai déjà des connaissances sur comment on fait des algorithmes, sur le marketing. J'ai des publications que j'ai déjà eu à faire avant que je peux utiliser. J'ai des vidéos, j'ai des offres, j'ai des compétences en graphisme où je peux faire le visuel d'une formation vidéo pour la présenter. Tu vois, donc, il faut se préparer en ayant tous ces éléments-là afin que le moment venu, quand l'échec fait face, ou quand tu fais face à l'échec, tu puisses composer parmi ce que tu as déjà pour pouvoir faire face à la difficulté. Mais si tu n'as rien de tout ça et que tu dis seulement Jésus, moi, c'est ce qui va se passer, sincèrement. Je n'ai rien contre Jésus, mais moi, Jésus n'aurait pas pu m'aider au moment. Il n'aurait rien fait pour moi. Il m'aurait dit, mon fils, un jour, chacun part. Et ça va partir. Fabriquer ça, ça veut dire que s'il y a des erreurs, elles vous incombent ou pas? Elle incombe au scientifique. Je vais prendre un exemple. Justement. Je vais prendre un exemple. KSM. Tu sais pourquoi Facebook est bleu? Tu sais pourquoi Facebook a la couleur bleue et ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui? Bon, c'est une couleur qu'ils ont. Non, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Non, je sais, c'est pas au hasard. C'est parce que Facebook a été fondé par quelqu'un qui souffre d'une maladie. C'est un daltonien, Mark Zuckerberg. La couleur qu'il voit le mieux, c'est le bleu. C'est un problème de la science. Tu trouves? Non, moi je n'ai pas de problème à la science. Ou alors tu veux comparer la science à quoi? À Jésus? Si c'est ça, comparons maintenant. Non,
Non, ce n'est pas Tu veux comparer la science à quoi? Laissez-le s'exprimer. Non, si tu veux mettre en avant. Est-ce que vous croyez? Oui. Non, non. Est-ce que tu crois en quoi? Non, il est pas question d'être choqué. Puisque vous avez parlé d'ancêtres. Quand on parle d'ancêtres, vous avez parlé de divinités Oui. qui ne sont plus palpables. Qui sont palpables dans mes gènes, qui sont palpables et visibles. Les gènes sont visibles, sont palpables. Aujourd'hui, on peut séquencer tes gènes et te dire d'où tu viens, te donner la lignée de tes ancêtres. Justement, ça se fait scientifiquement et de manière palpable. Maintenant, donc, je vous ai posé la question. Oui. Est-ce que vous croyez à un être suprême au-dessus de vous quand vous êtes seul? J'ai dit non depuis, non. Ou tu voulais une autre question? Parce que ceux dont tu parles là, ce sont les membres de ma famille. Hein. Non, je sais. Tu es en train de parler des gens qui sont dans ma famille, mes ancêtres. J'avais l'impression que vous parlez une chose et son contraire. Non, comment son contraire? Je te parle des membres de ma famille qui sont mes ancêtres. Tu dis que la science a fait quoi? Puisque vous dites que vous n'allez pas faire que si vous êtes en train de travailler, oui. Enfin vous faites quelque chose et vous dites que mon ancêtre ne va pas venir me dire, mais après vous dites encore que la volonté de mon ancêtre c'est que je travaille 2 fois plus. Non, tu ne comprends pas. La volonté c'est une chose, mais confier sa responsabilité à quelqu'un d'autre c'est une autre. Ton père peut vouloir que tu réussisses, tu décides de fumer la drogue. Ton père a quoi avoir dans la drogue et la colle que tu fumes? Ton père veut que tu sois médecin. Ce soir, tu peux voir les films porno. Tu deviens acteur de porno. Ton père a quoi avoir dans ça? Lui, il a une volonté. Mais il ne peut pas prendre ta main et t'amener à réaliser sa volonté. Du moment où tu connais sa volonté, tu peux te dire, puisque mon père veut que je sois médecin, c'est qui est sa volonté, je vais lire, je vais me former en médecine. Je vais aller en faculté de médecine. Je vais aller sur Internet me documenter. Je vais aller à l'hôpital. Là, c'est toi qui le fais pour accomplir sa volonté, qui n'est pas une action posée sur toi. Parce que tu peux décider de t'en détacher. Tes ancêtres veulent que tu brilles. Tes ancêtres veulent que tu rayonnes. Tes ancêtres veulent que tu perpétues la génération. Mais tu peux choisir d'être un bandit. Sauf que dans l'autre, on te dit, tu confies ta vie au Seigneur. C'est lui qui dirige. Tu es en mode automatique et lui, il est là, il fait ce qu'il veut. Et moi, je dis que non. Ça ne tient pas pour moi. Après, tu as le choix. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Je pense que depuis le début, je n'ai pas dit à quelqu'un ici que croire en ma spiritualité. Je ne veux pas les adeptes. Moi, je n'ai pas d'église. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je vous ai montré ce qu'il a réalisé, ce que moi, il fait. Moi, ça me plaît, ce qu'il fait là. Si tu trouves que toi, tu as meilleur à faire, tu as quelque chose qui t'apporte de meilleurs résultats, fais-le. Moi, je n'ai pas la qualité à te dire ce qui est idéal. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de choix universel. Il n'y a pas de voie universelle. Chacun a sa voie. Et si tu vois que ce que tu fais t'apporte des résultats dans les objectifs que tu t'es fixés, continue de le faire. Moi, je n'ai pas qualité à dire à quelqu'un ici que, je veux dire, pratique aussi le culte des ancêtres. Suis-moi. Non, ne me suivez pas. Celui qu'il faut suivre, c'est Jésus. Il a mis son coup. Suivez-le. Moi, je ne veux pas les gens qui me suivent. Et j'aime souvent dire que je ne peux pas mourir pour quelqu'un ici. C'est impossible. Ça n'a même pas de sens. Comment il va mourir pour quelqu'un? Quand quelqu'un qui a dit qu'il va mourir pour vous, qui s'appelle le libérateur, quand il a eu le problème, il s'est mis à genoux, vous riez. Il vous riez. Ça veut dire qu'il dit que je suis votre libérateur, il va mourir pour vous. Un jour, il a les problèmes, il s'est mis à genoux. Mon passeport, vous riez. Ça devient une comédie. Les gens coupent la partie, ils les mettent en statue. Ils rient. C'est pour ça qu'il a dit après que chacun se libère. Chacun va se libérer maintenant. Donc, il est revenu à la spiritualité. Parce qu'avant, il voulait mourir pour les gens. Tu as compris que ça marche pas? Il se libère. Il dit que chacun se libère. C'est-à-dire que si tu as tes chaînes, toi-même tu coupes. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher toi-même. Non, tu ne dois pas mourir pour quelqu'un. Non, chacun va se battre lui-même. C'est pour ça que j'ai un grand-père qui disait, il ne faut laisser aucun bien aux enfants, il faut seulement laisser les dettes. Et quand tu laisses les biens, parfois il veut même que tu meurs pour avoir les biens. Non, tu vends tout. Tu le laisses avec un document. Quand il prend le document, il voit qu'il a les dettes de 2 milliards. Il doit se battre pour rembourser d'abord ça avant de commencer à vivre. C'est ça qu'il nous disait, que lui, là où il est là, il a tout vendu. Tout. Ses enfants croient que les immeubles là, c'est pour lui, mais il a tout vendu. Dès qu'ils meurent, on va se saisir. Ils vont se battre eux-mêmes. Il a fait tout pour eux. Il a payé l'école, il a payé tout. Donc, que les connaissances là, ils utilisent ça pour se battre. C'est ça. Tant que chacun ne prend pas son destin en main comme ça, il va toujours croire que la vie est facile. La vie est brutale, mon frère. Trop brutale. Trop.
Donc, on va mettre un thème à cette séance de travail. Oui. Moi, je veux demander, c'est quoi la spiritualité pour vous? Est-ce la compréhension de ce qui nous entoure? Est-ce la compréhension de votre environnement, de la nature? Et aussi, est-ce qu'on peut évoluer spirituellement à travers la religion pour atteindre certaines limites? La spiritualité, simplement, j'ai envie de dire, c'est une connexion qu'il y a entre ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est tout. Je peux définir ça. Parce qu'il existe plusieurs spiritualités. Quand je te dis que je crois en moi, est-ce que c'est visible? Il y a moi que tu vois, mais ce en quoi je crois, tu ne vois pas. C'est ça la spiritualité. Si je te dis que je crois au poteau, et je donne des offrandes au poteau chaque matin, je vais dire que le poteau là, je pense que le poteau là a une âme qui me protège, qui a une auréole qu'elle met sur moi et tout. C'est une spiritualité aussi. En réalité, la religion est à l'intérieur de la spiritualité. C'est une forme de spiritualité, la religion. Sauf qu'on a cloisonné la religion avec des dogmes. En disant, ici, voilà ce qu'on fait. Ici, voilà le livre qu'on suit. Ici, voilà les lois qu'on suit. Et si tu ne suis pas ça, ça veut dire que tu es en train de t'ennoyer. Alors que la spiritualité, on ne suit rien, il n'y a pas un livre. C'est toi qui connais la relation que tu as avec l'immatériel, l'invisible, avec qui tu es connecté. Tu vois. Donc la spiritualité, ce n'est pas seulement la nature. C'est vraiment un tout. Aujourd'hui, je peux croire que dans 10 ans, je vais devenir milliardaire en dollars. Je crois en ça, mais ce n'est pas visible. C'est une forme de spiritualité. C'est pour ça que même la programmation neurolinguistique, c'est une forme de spiritualité qui comporte le développement personnel. Tu vois, dans la spiritualité, c'est juste une connexion qu'il y a entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Maintenant, dans ce qui est visible et ce qui est invisible, il y a des principes qui comportent des dogmes, ce qu'on appelle des religions. Et il y a la spiritualité beaucoup plus globale qui est universelle. Non, je n'ai jamais utilisé l'expression bonne et mauvaise. Non, je suis pas en train de dire. Pour moi, non. Ça dépend des objectifs que ça te permet d'atteindre. Moi, je connais des gens qui sont chrétiens milliardaires, qui gagnent l'argent grâce à l'église. Moi, j'ai mon cousin, il est caméraman. 95% de ses clients, c'est à l'église. Il fait un chiffre d'affaires d'au moins 25 millions par mois. Moi, je ne vais pas venir lui dire que sort de l'église, commence à pratiquer tes ancêtres, machin et tout. Lui gagne l'argent dans l'église, avec les fidèles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lui dire que c'est bon ou c'est mauvais? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Lui, son objectif, c'est gagner l'argent et il réussit à le faire dans l'église. Je ne peux pas lui dire que c'est mauvais. Si c'est ça son objectif. Donc, ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu as un objectif et tu te rends compte que ce que tu es en train de pratiquer te permet d'atteindre ton objectif, c'est que c'est bon pour toi. Maintenant, ce n'est pas forcément bon pour moi parce qu'on n'a pas le même objectif. Moi, mon objectif peut être différent. Je me rends compte que la voie que tu as empruntée ne peut pas me permettre à moi d'atteindre mon objectif. Je choisis une autre voie. Oui. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'une force de spiritualité pour atteindre un certain niveau? J'ai envie de dire... Tu as rencontré sûrement des grandes personnalités. Oui. C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que ces personnes avec une spiritualité vraiment élevée? Oui. Alors, moi, de ma croyance personnelle, je pense qu'il y a un certain niveau de performance qu'on ne peut pas atteindre si on ne pratique pas la spiritualité. Je vais prendre un exemple qui est simple. Pour moi, ceux qui ont créé les avions ne croient pas en Dieu. Pour moi, je le pense. Je ne suis pas en train de dire qu'on va débattre si tu es d'accord ou pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que pour que quelqu'un reste comme ça, ils se disent, OK, il faut qu'on fabrique un appareil. On va entrer à l'intérieur. Il va aller contre la gravité. Il va aller à... Il y a des avions qui sont 2000 km, 3000 km. En fait, il faut que tu remettes en question l'existant pour commencer à penser à ce genre de projet. Je ne parle pas de l'espace. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans l'espace, ils font 6 mois, ils reviennent. Comme Thomas qui est revenu dernièrement. Ça veut dire que c'est des gens qui ont construit une station spatiale internationale qui gravite autour de la Terre, où les gens ils vont, ils font 6 mois, ils travaillent, ils font des expériences, ils reviennent sur la Terre. Ces gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que Giordano Bruno, qui pendant le Moyen-Âge disait que c'était un prêtre, il disait que le ciel n'existe pas. Parce que lui était un astrophysicien, il regardait dans l'espace. 2, il disait qu'il y a des êtres humains qui habitent dans d'autres planètes. Ça, c'est au Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle qu'il disait ça.
3, il disait que Dieu n'existe pas. 4, il disait que Marie n'est pas vierge. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. Et Giordano Bruno, c'était un prêtre. Comme il était obligé de parler de la religion et tout, il était un scientifique. Il y avait quelqu'un comme Galilée qui a décidé de continuer ses études. Parce que Galilée voyait la scène et a décidé de poursuivre ses études. Et c'est ça que les scientifiques sont en train de continuer de faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le boson de Higgs. Tu connais ce que c'est? Le boson de Higgs, c'est un théorème qu'un monsieur qui s'appelait Higgs, c'était un physicien, avait énoncé en disant que l'être humain vient de la collision de plusieurs particules qui forment la matière et qui finalement se transforment en plusieurs types d'êtres. Il a appelé ça le boson de Higgs, mais il n'a pas réussi à démontrer ça de son vivant. Sauf qu'après, les scientifiques ont réussi à le faire. Et en 2013, ça a fait l'objet du prix Nobel de physique. Aujourd'hui, c'est démontré que quand on met en collision plusieurs atomes, ça crée la matière vivante. C'est démontré scientifiquement. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un certain type de... C'est pour ça que vous allez voir. Moi, j'ai déjà fait une expérience. Quand tu rencontres les Africains noirs, tu demandes leur projet. Tu vas tout voir. Ils vont dire, fais l'agriculture, fais l'élevage. Ils élèvent les lapins, ils font machin. Quand tu vois les Français ou les Américains, ils disent que non, je suis en train de vouloir créer un drone qui va permettre de pouvoir arroser tout un village en 1 heure de temps. Moi, je suis en train de vouloir créer un satellite qu'on peut envoyer dans l'espace qui va permettre à ce que les gros satellites que nous avons actuellement, qui sont budgétivores, qui sont énergivores et tout ça, qu'on puisse avoir un nouveau satellite qui soit tout petit, qui soit plus rapide. Les projets sont différents. Les projets sont différents. Parce qu'il y a un côté des gens qui se disent, nous, on est venus accomplir ce que Jésus a dit. Donc, on n'a que besoin de manger les poulets, les lapins, comme on va manger le poulet tout à l'heure, et d'attendre que notre mort arrive. Et il y a d'autres qui financent les études de l'immortalité, comme Google. Google finance une start-up qui travaille sur l'immortalité. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens ne meurent plus. Tu penses que les gens qui travaillent, ils financent ça des milliards de dollars, ils croient en Dieu? Ils ne croient pas. Ils veulent renoncer. Ils veulent montrer que Dieu s'est trompé qu'on meurt. On ne meurt plus. C'est ça qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, c'est vrai que c'est un programme qu'ils ont arrêté. Ils finançaient un programme dans lequel on n'aurait plus besoin d'écrire sur Facebook. Ça veut dire que tu devais écrire par la pensée. Tu penses, ça écrit, parce qu'ils trouvent qu'écrire, ça perd le temps. Et le programme en question devait faire en sorte que tu télécharges les connaissances dont tu as besoin dans ton cerveau directement avec une puce qu'on t'implante. C'est-à-dire qu'au lieu de lire des livres, ils trouvent que ça ne sert à rien. Il suffit qu'on te pose une question, ton cerveau se connecte sur Google, prend l'information et tu donnes l'information. Tu n'as pas besoin de lire. Ils sont en train de financer ça maintenant. Tu crois qu'ils croient en Dieu? On dit que l'être bionique, les êtres humains bioniques, voilà Elon Musk qui va sortir son être humain l'année prochaine. Il l'a présenté dernièrement. Parce qu'il trouve que l'être humain ne doit plus faire certaines tâches. Il crée son être humain Tesla. Tu crois qu'il croit en Dieu? En créant les êtres humains. Et il va aller sur Mars. Non, non. Il va envoyer les hommes sur Mars. L'objectif, c'est de coloniser Mars avant 2050. SpaceX. Est-ce que tu sais que la NASA est en train de faire une expérience maintenant pour tester le ralentissement d'un astéroïde qui pourrait entrer en collision avec la Terre? Actuellement, ils sont en train de faire l'expérience. Ils ont déjà envoyé dans l'espace l'expérience pour que s'il y a un astéroïde qui veut entrer en collision avec la Terre, qu'ils sachent comment faire pour pouvoir l'éliminer avant, ou du moins pour le faire exploser avant. Les gars, en fait, ils ne sont plus avec nous. Ils sont plus avec nous. Non, où alors? Ils sont plus avec nous. Nous, on est dans l'élevage, on est dans les lapins. Oui. L'astéroïde, c'est quoi? C'est les autres planètes? Non, c'est un peu... Comment je peux appeler l'astéroïde? Je vais voir la définition. Je ne peux pas te donner la définition exacte. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je vais prendre la définition. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une planète mineure composée de roches, de métaux et de glace, et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Et on peut dire ça, c'est un gros caillou qui en tout moment peut entrer en collision avec la Terre. On meurt. Donc eux, ils anticipent sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? On mange les lapins. Toi, tu es dans ta ferme. Si on devait compter sur toi, c'est que le jour où ça arrive, ça va mourir nous tous. Puisque tu ne vas même jamais penser au fait qu'il faut qu'on anticipe sur ça. Tu seras tout là dans les lapins. Et quand ça va venir, la première personne meurt. Dieu a décidé que c'est fini. Dieu n'a pas décidé. On doit stopper. On doit arrêter ça. On doit changer notre destin. Tu penses que si aujourd'hui, par exemple, on a découvert le gène de la mort, on sait déjà qu'à partir d'un certain âge, il y a un gène qui s'active et qui fait en sorte que le processus d'apoptose, qui est le fait que les cellules s'autodétruisent, deviennent plus exacerbées et que tu commences à mourir plus rapidement. Aujourd'hui, il veut désactiver ça. Il veut faire qu'on ne meurt plus. Ça va être bien. Tu imagines si on fait qu'on ne meurt plus?
Si on dit que ça coûte 50 millions, pourquoi on ne met un peu? Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont payer, non? Les gens vont payer. Et dès que tu fais ça, les Japonais, ils ont une start-up là, ils travaillent sur le rajeunissement de la peau. Ça veut dire qu'on fait en sorte qu'à 80 ans, tu as la peau de quelqu'un qui a 35 ans. Donc, dès qu'on aura la solution pour ne plus mourir, on synchronise avec la solution pour rester jeune éternellement. Mais je trouve que c'est propre. Et nickel. En Italie, il y a un neurochirurgien qui travaille sur la greffe de la tête. C'est-à-dire, on prend la tête d'un être humain, on met sur un autre. Il a fait avec le chien, ça fonctionne. Jusqu'à 2 chiens fonctionnaient avec des têtes. Le monde vivait avec des têtes d'un autre chien. Tu penses que les gens qui font ça, ils croient en Dieu? En fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire ce type de réalisation, il faut sortir de cadre normal. Et se dire qu'on va un peu travestir la réalité pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir une certaine spiritualité très profonde. C'est mon avis. Hein. Après, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment, quelqu'un qui croit en Dieu va se dire quelle est la limite que Dieu ne veut pas qu'on traverse. Il va se dire que non, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que si on fait qu'on ne meurt plus, ça ne va pas énerver Dieu? Dieu veut qu'on meure pour aller dans la vie éternelle. Donc, il ne veut pas aller rejoindre Dieu. Non, on refuse. Non, Dieu il peut se fâcher. Et l'autre va dire que non, après la mort, il n'y a rien. Non, mais on fait tout ici. Personne n'est jamais parti. Et revenir. Non. Il a dit dernièrement, non? Que quoi? Il est mort et revenu une seule fois. Ah, il a dit que quelqu'un est mort et revenu. Ça, c'est une anecdote. Personne n'est jamais mort et revenu dire que j'étais en enfer, j'ai vu ceci, où il y a le paradis, personne. Donc, du coup, on peut penser à tout. C'est la spiritualité qui est importante. Pourquoi il n'y a pas des écoles de spiritualité? Mais parce qu'on n'a pas intérêt à ce que nous soyons des êtres spirituels profondément. Puisque quelqu'un qui est spirituel, il remet tout en question. Il devient un danger pour la société. C'est pour ça que dans la plupart des pays où on ne veut pas que le pays se développe, on ne développe pas la culture. Parce que ça développe ton esprit critique. Je veux dire, c'est bien pour eux que vous soyez dans les bars en train de boire, danser et regarder M. Chantal pendant le divertissement. Par rapport à quelqu'un qui, à un moment donné, va se concentrer et dire que, hey, attention, les impôts, c'est notre argent. La douane. La douane, c'est notre argent. Les subventions qu'on donne aux gens, c'est avec l'argent de nos impôts. Donc, ils doivent justifier ça. Ils doivent nous présenter ce qu'ils ont fait avec notre argent. Les subventions qu'ils ont données aux gens. On doit avoir des intérêts dedans. Si tout le monde commence à réfléchir comme ça, c'est que le pays sera paralysé. Tous les gens vont manger chaque jour. Donc on a intérêt à ce qu'ils continuent à boire et à regarder M. Chantal. C'est mieux. Dernière question. Oui. Comment lever la spiritualité de quelqu'un d'autre? Je veux dire, parce que parfois on est avec quelqu'un, on aimerait bien qu'il comprenne son environnement, qu'il comprenne. Parce que parfois il y a des solutions simples aux choses, mais parce que sa spiritualité n'est pas vraiment un peu, je peux dire, élevée, il refuse de réfléchir ou alors comment faire donc, pour aider d'autres personnes, par exemple? Alors, la seule chose que les gens comprennent, ce sont les résultats. Les gens ne comprennent pas les paroles. Les gens ne comprennent pas les discours. Les gens regardent les résultats et ils se demandent comment on a fait pour avoir le résultat-ci. C'est à ce moment que la leçon, ils comprennent et ils essayent d'appliquer. Je vais prendre un exemple. Si tu veux faire en sorte que quelqu'un ait une certaine spiritualité parce que tu estimes que c'est mieux pour lui, tu expliques, tu expliques, tu expliques, tu expliques. Et quand tu finis de lui expliquer, tu dis non, c'est pertinent ce que tu as dit. Vraiment, je trouve que wow, c'est intéressant. Dès que vous descendez, il dit qu'il te dépose où? On est margé. Dès que tu es dans la voiture, il met la clim à fond. Il met une bonne petite musique là. Non, ce que tu as dit là, c'est bien, hein, vraiment. Bon, sauf que tu as dit que tu vas où à Mélène. Bon, il peut te laisser à la poste. Il veut que tu souffres. Quand il te laisse à la poste, il dit bon, tu passes une bonne journée. On se voit demain, non? Parce que tu dois m'expliquer un deuxième chapitre de la spiritualité. Dès que tu pars, il accélère. Tu cherches ta moto pour continuer. Le message vient de s'effacer dans son cerveau. Ça s'efface. Parce que au-delà du message, tu dois être le bon messager. Si tu n'es pas le bon messager, le message ne passe pas. Donc c'est pour ça que parfois, il faut d'abord présenter les résultats. Quand tu présentes les résultats, les gens sont impressionnés par rapport aux résultats et ils s'interrogent maintenant sur le processus qui mène à ce résultat. Et dans ce processus, tu peux intégrer la spiritualité. Je vais prendre un exemple d'un ami qui faisait un truc de cynique. Bon, je suis bandé, vous dit de le faire, mais c'était cynique. Lui, il crée son entreprise. Il vous recrute. Quand il vous recrute, il voit que, bon, ok, vous tous là,
Vous êtes chrétien, lui, il est musulman. Il dit ok. Il paye bien dans son entreprise. Vous avez 300 000, 400 000, 500 000 de salaire. Sauf que vous travaillez chaque jour. Vous devez travailler chaque jour. Lui, son jour de congé, c'est lundi. Vous, vos jours de congé, c'est mardi ou mercredi. Dimanche, le travail commence à 5h30. Et ça finit à 19h. Si tu manques un dimanche, tu es viré. Toi, tu manques un vendredi, tu es viré directement. Il n'y a pas de lettre d'explication. Ce qui fait que quand vendredi arrive, tu vas choisir entre la mosquée et le travail. Quand dimanche arrive, tu vas choisir entre aller à l'église et aller au travail où tu as 300 000 par mois. Tu vas choisir maintenant. Premier dimanche, tu vas là-bas dire non, il a fait beaucoup la messe, non. Je m'en vais d'abord quand même travailler. Deuxième dimanche, troisième, quatrième. Quand tu vas faire comme ça 10 dimanches, 20 dimanches, tu vas perdre l'habitude d'aller à l'église. Parce que tu cherches 300 000, non. Voilà comment il vient de modifier ton comportement concernant la religion, sans parler. Il ne t'a pas dit que ne pas plus à l'église, non. Il t'a fait faire un choix. C'est pour ça que nous, quand on a créé les messes entrepreneuriales, c'était aussi le but, non. On dit qu'on fait la messe entrepreneuriale, 10h, 16h. Tu choisis. Bon, maintenant, les gens ont trouvé les astuces, ils partent à l'église le matin. Il vient assister à la messe. Ou il vient à la messe, après il part à l'église le soir. Il n'y a pas de problème, mais ça va quand même te pénaliser le jour-là. Ça ne sera plus comme avant. Tu vas faire un choix entre les deux. Et le choix, là, on fait ça parce qu'il y a l'argent. S'il n'y avait pas les 300 000 là, c'est qui serait tout en train de partir à l'église et à la mosquée. Il y a des techniques comme ça. Comme j'aime souvent dire, si je viens par exemple, là, je la rencontre, toi tu fais quoi? Tu étudies quoi? Comptabilité. Je dis que bon, ok, j'ai une entreprise à Berthois là, on a besoin d'un comptable. Et voilà, on va te donner 700 000 par mois. Tu commences le 1er décembre, le 1er janvier. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, moi... Ça t'intéresse? Ok. C'est ce qui va se passer. Si elle avait son copain ici là. Non, elle va dire à son copain que tu as un choix. Soit tu me suis à Berthois, soit il part à Berthois, on continue en ligne. Parce que il doit aller à Berthois maintenant. 700 000 par mois. Il n'y a rien à faire. Tu vois qu'il n'y a pas de débat. Et si c'est quelqu'un qui voulait qu'elle rompe sa relation, il a réussi. Parce qu'il va payer peut-être 2-3 mois après, il dit que non, il y a crise de tension et trésorerie. Sauf que lui, il sait que c'est fini. Et puis il a réussi. Donc parfois, pour changer quelque chose, il ne faut même pas dire, il faut juste poser les actions. Ou faire en sorte que les résultats puissent changer. C'est ça. Les gens ne comprennent que les résultats. C'est tout. Mais si tu viens dire, oh vraiment, la spiritualité, machin, dès qu'on finit, tu prends la moto. Lui, il est dans sa grosse VX9 climatisée. Il va comprendre qu'en fait, la spiritualité, là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ça ne marche pas avec toi. Toi qui enseignes ça, ça ne marche pas avec toi. Donc, ça ne peut pas être un modèle pour la société. Comment un truc qui te rend pauvre va devenir un modèle de la société? Non, ça veut dire qu'il faut stopper ça. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à ce speaking talk, ou plutôt à ce keynote speaking. Demain, on aura un keynote speaking sur l'anglais, les opportunités qu'offre la langue anglaise, ou alors plus précisément l'anglais, une opportunité d'affaires. Donc, ce sera donné par le directeur de NSC Training. C'est à la même heure, toujours ici, c'est-à-dire entre 16h et 18h. Donc, pour ceux qui aimeraient savoir comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec l'anglais, ou avec ses connaissances en anglais, ou en apprenant l'anglais, ou globalement avec la langue anglaise, vous venez demain à 16h, c'est gratuit, vous pouvez inviter d'autres personnes qui peuvent être intéressées, et je suis certain que ça va vous intéresser. Donc, sur ce, on va mettre un thème à cet événement. On a un deuxième événement tout de suite, mais qui concerne la nourriture. Et que pour ceux qui veulent manger, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui aiment la volaille, on se donne rendez-vous juste en face à la vitrine. On va aller manger en face, on va nous préparer.